Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve avec Jube et Jérôme. Bonjour Jube. Bonjour. Bonjour Jube. Je te connais pas bien à chaque fois. Ouais. Bonjour Jérôme. Bonjour. On se retrouve ce soir pour une émission spéciale, une émission dans laquelle on teste aussi notre configuration pour les sabliers d'or qui ont lieu la semaine prochaine. On va parler ce soir essentiellement de Star Wars, parce qu'il y a un jeu qui vient tout juste d'arriver que vous avez posé sur la table, oui, qui est le Star Wars Deck Building. Et donc on va aussi tester toute notre config, notre vue du haut, notre vue de face. Et je dois dire que cette émission spéciale que l'on lance très tardivement, parce qu'on a passé beaucoup de temps à tout installer, elle est, il y a vraiment toute une équipe technique sur cette émission-là. Elle est préparée par vous deux, également par Aline, qui est à la technique, qui a même une caméra technique, et animée par moi, mais alors je sais presque rien de ce qui va se passer ce soir, parce que moi j'étais concentré sur d'autres dossiers cette semaine, et je me suis pas beaucoup occupé de l'installation des jeux, je sais même pas jouer à ça. Tu seras le candide. Oui, donc le plan, c'est que vu que l'actualité, c'est le Deck Building Star Wars qui est sorti là la semaine dernière, ou enfin voilà. On y avait joué à Cannes déjà. Ouais. Et du coup, l'idée, c'est de montrer à quoi ça ressemble. Et puis, on s'est dit, oh, comme il y a un jeu Star Wars qui sort, on va faire une petite rétrospective des jeux Star Wars qu'on aime bien. Oui. Sachant que des jeux Star Wars, il y en a des kilos. Donc, on a rempli le coffre et puis on a arrêté. Donc, il y en a sûrement d'autres qui sont très bien, mais voilà, qu'on n'a pas pu amener. Et moi, j'en ai aussi, mais je ne les ai pas tous retrouvés, parce que j'en ai certains. J'ai un Cardland Star Wars, j'ai plein de petits jeux cachés à droite à gauche, pas forcément les plus passionnants, parce que je ne suis pas forcément le plus passionné par le thème à titre personnel, mais c'est intéressant de voir tout ce qui existe autour d'une licence, des mauvais jeux bien sûr, mais c'est pas, a priori pas ceux-là qu'on va montrer ce soir, plutôt les bons, ceux que vous avez achetés en tout cas. On va essayer. Star Wars Deck Building, ça vient tout juste de sortir, là, il y a très très peu de temps. Ce qu'il y a juste, c'est qu'ils ont fait il y avait des offres promo dans certaines boutiques où on avait des sleeves spéciaux, et là par contre, trouver les sleeves spéciaux, c'est difficile, mais avoir le jeu comme ça dans sa belle boîte. Toi, t'as pas de sleeves spéciaux là, non, c'est des sleeves, des sleeves propres. Oui, je sleeve serré, moi. Ok. Très bien. Donc le jeu, il était annoncé en préco depuis pas mal de temps. Ils ont pas fait de com du tout, on savait pas du tout. Donc ceux qui l'ont précommandé un peu à l'aveugle en se disant quand même c'est FFG, des jeux de cartes, ils savent faire. Et puis l'auteur c'est Caleb Grace et si on regarde son pédigré, c'est un peu un taulier du jeu de cartes chez FFG. Donc entre autres, il a du jeu de cartes Seigneur des Anneaux et surtout il a l'excellent Marvel Champions. Voilà, qui continue à vivre, que j'aime beaucoup, avec des boîtes de campagne qui fonctionnent super bien. Là, en plus, on est dans les X-Men, c'est la fête, mais on en parlera peut-être dans une autre émission. Donc voilà, donc c'est du jeu de cartes de deck building, et quand on regarde un peu ce qui se dit, beaucoup de gens disent ça ressemble à Star Realms, et puis en fait quand on y joue, c'est Star Realms en fait. D'accord. Voilà. Voilà. Donc on va pas faire nos crâneurs, mais ça ressemble quand même beaucoup à Star Realms, avec de la symétrie entre l'Empire et la Rébellion, et voilà. Puis sinon, on n'a pas comme dans Star Realms les 4 couleurs de cartes qui ont chacun un peu leur mécanique type. Là, il y a des cartes Empire pour l'Empire, des cartes Rébellion pour la Rébellion et des cartes neutres pour celui qui les prend. Il y a des Jedi, des Sith, il y a un peu tout ce qu'il faut. Mais alors c'est rigolo parce que cet aspect sur le fait de copier des mécaniques sur le deck building, c'est complètement accepté. C'est pas quelque chose qui pose problème, alors que parfois on voit un jeu, c'est un peu la même mécanique. On a joué là dernièrement à des jeux qui se ressemblaient beaucoup dans des catégories plus grand public, et dans ces cas-là, on a tendance à dire directement, ça quand même c'est vraiment la copie. C'est une brique de base, je pense, le deck building. C'est comme les jeux de Majo, etc. Parce que ça n'était pas au début. Ça l'était assez rapidement quand même. Mais là, tu vois, on dit Star Realms, mais c'est pas Star Realms qui a inventé le truc. Non, il est venu, il a dit regardez, moi je mets tout dans une petite boîte, c'est pas cher, ça tient dans la poche, et voilà. C'est la mode d'Ascension en fait. Tous ces jeux-là découlent d'Ascension, qui est déjà pas le premier deck building. De Dominion. Oui, mais c'est différent, parce que c'était la piste, tu sais, dans l'Ascension où tu choisis la rivière. Et puis il y a eu aussi chez Cryptozoid Games, tous ceux du Seigneur des Anneaux. Mais en fait, le Seigneur des Anneaux. Ascension, si je me souviens. Oui, mais avant, ils avaient fait un DC, et puis ils en ont fait plein. En fait, si tu veux tous les suivre, faut peut-être quoi remplir une étagère. C'était à Washington d'ici, je crois, non? C'est un peu loin d'ici. Voilà, donc à quoi ça ressemble? On a un petit deck de 10 cartes plutôt nul, nos cartes de départ. On va avoir une main de 5 cartes, donc après, au bout de 2 tours, on va recycler avec des cartes qu'on aura achetées et qui vont se trouver dans cette rivière. Oh, une rivière. Oui. Alors, normalement,
quand on joue pas en Twitch avec un VR, et chacun est d'un côté de la rivière. On arrive à accéder aux cartes, on arrive à les voir. Là, on voit rien. Pourquoi t'en as mis 6 ? Parce que c'est les règles. D'accord. Voilà. Oui. Non, mais ça me paraît logique en plus, surtout les Donc, approcher. Voilà. il y a une rivière avec 6 cartes. Ici, on voit qu'il y a une carte avec le logo de l'Empire. Donc, il n'y a que Jérôme qui joue l'Empire qui pourra les acheter. Ici, il y a 2 cartes, Cassian Andor et un U-Wing, où il n'y a que Martin qui joue la Rébellion qui pourra les acheter. Et là, il y a 2 cartes neutres. Ce sont des contrebandières Twi'lek. Et ici, il y a une carte un petit peu spéciale qui est un vaisseau capital. Je pense qu'ils ont dû vouloir traduire capital ship. Ça rend un peu moins bien. Et ça, c'est des vaisseaux qui vont aller dans notre deck, qui vont rester sur la table d'un tour sur l'autre et qui vont nous servir à défendre nos bases. L'objectif, c'est de détruire 3 bases de l'adversaire en lui balançant des cubes mauves de dégâts dans le nez. Et une fois qu'on a perdu ces 3 bases, on est mort. Ou alors 4 bases dans le mode de jeu un petit peu plus complexe, mais on va dire 3 bases. Je pense que là, on va peut-être pas faire une partie complète, mais déjà, si l'un casse la base de l'autre, ce sera déjà pas mal. Ouais. Et vous avez chacun votre base de départ toute nulle, qui a aucun pouvoir, si ce n'est celle de commencer avec un score de défense de 8. Donc dès qu'on lui a mis 8 dégâts, pouf, c'est mort, il faut aller rechercher une autre base. Et les autres bases ont plus de points de résistance et surtout ont des super effets. Et quand une base est morte, tu vas la choisir, tu prends pas la suivante et donc ça te permet de t'adapter un petit peu à ce que l'autre il a construit, ce qu'il a sur la table. Comme c'est un petit peu thématisé plus que dans Star Realms, enfin ils ont mis une couche de Star Wars, vous avez ici une petite piste de la Force qui pour l'instant commence totalement du côté de la Rébellion. Et quand elle va se déplacer, elle va pouvoir passer à neutre ou alors passer du côté Empire. Certaines cartes donnent des bonus si on a la Force de son côté. Et quand on est au maximum de la Force, on a un petit point de ressources supplémentaires pour acheter des cartes, parce que quand même, on a la Force et nous aide. Pour contrebalancer ça, c'est vu que la Force commence côté rebelle, c'est le joueur Empire qui commence. Donc Jérôme, il va prendre 5 cartes, il va les jouer. Comme il a un petit peu des cartes qui vont surtout donner un petit peu de sous, faire un peu de bagarre au début, ça va pas être violent, mais comme dans tous les deck building, on commence petit. Mais je vais commencer par un inquisiteur, parce que le fourbe. Je trouve ça classe. Et l'inquisiteur, il a le choix, soit je peux faire un dégât à sa base, soit je peux avoir un crédit de plus, soit je peux gagner un point en force. Et c'est ce que je vais faire. Donc tu gagnes un point en force. Ok. Voilà. Il te sort de la zone qui te donne un point gratuit. Voilà. Et ensuite, j'ai 4 navettes impériales, j'ai 4 francs, et je vais pouvoir acheter ce forceur de blocus, ce qui me paraît être... Parce que moi j'étais en train de me dire qu'il y avait plein de textes à lire, et Aline, si tu peux nous montrer le gros plan, en fait c'est du texte d'ambiance tout ça, j'ai pas besoin de le lire en réalité. Pour tes cartes de base en effet, par contre, si on prend la carte de Cassian Andor, c'est pas n'importe qui, c'est Cassian Andor, donc lui il aura un pouvoir qu'il pourra utiliser. Et sinon, les cartes donnent 3 types de ressources, je dis ressources, mais il y a ici le blaster, donc c'est des points de bagarre pour casser les vaisseaux et les bases adverses. Au milieu, on a les petites caisses qui sont des sous pour acheter des cartes, et en bas, on l'a pas ici parce que c'est plus rare, on a le symbole de force qui permet de gagner des points sur l'échelle de force. Donc là, je rajoute une carte parce qu'il en faut toujours 6. On a une unité neutre qui est Bossk, le mercenaire trandoshien avec son fusil à éléphant, et comme Jérôme a joué, ça passe à toi Martin. Hey, il y a juste un truc que j'ai pas dit, parce que les règles arrivent comme ça, c'est vivant. Tu vois que la moto jet du Scout Trooper, elle a un score ici. Alors normalement, si tu avais joué en face de Jérôme, tu aurais pu voir qu'ici il avait une valeur de défense de 2. C'est-à-dire que ton score de combat, tu n'es pas obligé de taper la base adverse, tu peux l'utiliser pour détruire des cartes. Et ça te donne un petit cadeau. Et en plus, ça empêche l'autre de récupérer une carte intéressante. Donc c'est le petit twist en plus qu'il n'y a pas dans Star Realms, qui fait que tu peux, soit pour les rebelles, tu vas faire du sabotage pour empêcher l'Empire d'avoir des choses, et l'Empire il fait de la chasse, donc il doit utiliser des chasseurs de primes pour récupérer des... Voilà, ce qui fait qu'on doit être quand même attentif à ce qu'achète l'autre pour pas qu'il puisse se faire des combos trop puissants. Oui, donc là je pourrais m'amuser à casser cette carte parce qu'elle est vraiment trop bien, pour pas qu'elle reste dans la rivière. Et si tu la casses, tu exiles une carte de ta main ou de ta défausse. Exiler, c'est le truc pour dire retirer du jeu, pour épurer ma main de toutes ces cartes nazes. Moi j'ai 3 caisses, donc je pourrais acheter un truc. Oui. Il y a un ordre des phases, il faut d'abord que je tape. Non, c'est comme tu joues tes cartes, tu les... Et puis je peux taper de 4.
tu peux taper de 4. Alors, taper de 4, c'est bien joli. T'as rien à taper, toi. Faut que je tape ta Bah, base. Quoi. si, tu peux taper la base. le Scout Trooper. Ou le Scout Trooper pour 2. Et ce qui me permettrait d'exiler un truc. Mais déjà, je vais acheter quelque chose. Bon, le contrebandier, c'est l'inverse, ça, je peux prendre. Hein. Ouais, mais il y a Bosque, c'est un Trandoshiens. C'est bien les Trandoshiens. Ouais, on peut faire des blagues avec Franck Du. Je vais prendre Bosque. Voilà, donc ça va dans ma défausse. Ça va dans ta défausse. Dès que tu achètes une nouvelle carte, mon Dieu, c'est un Snow Speeder. Ouais. Et oui, je peux directement acheter. Non, t'as plus de sous, mon gars. Il me reste en sous, mais je vais pas le dépenser. Par contre, je tape le Scout Trooper avec ça. Comme ça, je peux exiler cette carte-ci, qui est quand même pas si géniale. Ouais. Bien joué. C'est bien joué de ma part. Il te reste Je 2. pouvais exiler une carte de ma défausse, hein, on est d'accord. Ah, mais t'as encore pas de défausse à l'heure Si, parce qu'il que est. je l'ai défaussé, ça. Non, c'est Non, pas encore. c'est le alors je tape moment pas où... ce Scout Trooper, je suis alors, déçu. ça sert à rien. Je suis déçu. Ah bon. Donc j'ai me reste 4 du coup pour taper. Je suis obligé de taper Jérôme, c'est la vie, il n'y a pas le choix. La moitié de ma base sur le Et c'était mon tour. Oui. Et Donc tu il fallait prends attendre 5 d'avoir une cartes. défausse pour pouvoir. Ben, tu sais, c'est dans tous les deck building, pour éviter qu'il y ait des combos Ouais. infinis, il faut que les défausses à la cartes fin que du tu tour. joues, elles se défaussent, parce que sinon, quand tu as un très petit deck, tu remontes tes cartes, et dès Dominion, il y avait des combos infinis. Donc tous les deck building maintenant utilisent cette zone qui est entre la défausse et la main. Voilà. Et c'est à Jérôme. Eh ben moi je vais jouer 3 navettes impériales pour gagner 3 crédits. Je vais te taper dessus. Non, je vais acheter ce Scout Trooper. Bah comme par hasard, celui que je voulais détruire. Mais oui. Et ensuite, je joue des Stormtroopers qui vont te faire 4 dégâts à ta base. Bah comme par hasard. J'ai l'impression que tu copies exactement ma stratégie qui était très très bien huilée. Et donc c'est directement à moi, j'ai 4 pas caisses. originaux, mais Bah, pour l'instant, mais on débute, est on n'a pas efficace. encore construit notre deck. Et j'ai le gardien du temps. Donc ça, c'est la carte spéciale qu'on a. C'est dès la le carte début du jeu. spéciale qui est Joker, qui te donne soit un point de ressource, soit un point de bagarre, soit un point de force, Ouais, soit un point de force. Ça Alors. peut être un des 3, mais ça peut aussi être un point de force. d'accord. C'est à toi de choisir, hein, en toute objectivité. Je ne peux pas te conseiller un plus que l'autre. Bah, je vais faire le point de force, alors, un petit peu au hasard. Moi, je trouve que c'est bien joué parce Merci. que tu remontes. Et donc, sinon, j'ai 4 d'achats. Mais non, mais j'aurais pu prendre un achat pour prendre directement le 5 et avoir. oui. Ah oui, Cassian alors, Andor, je hein, veux tu pas vois. t'influencer. Mais c'est mieux. Cassian Andor, tu trouves Non, non. mais tu peux prendre le U-Wing aussi. il C'est le va vaisseau de mal Cassian finir, Andor. Il va donc, mal finir, Cassian Andor. ouais. Voilà. Et là, j'ai plus de cartes dans ma main. C'est le moment où on reconstruit directement son, Ouais, son on deck pour retouille. pouvoir, Donc, du coup, comme tu c'est- as tes 10 cartes comme de c'est départ, original. plus Vous les 2 sentez que tu as achetés. L'originalité, malgré tout le thème, c'est là qu'on se rend compte que c'est un petit peu important parce que ça va nous donner aussi l'impression, parce que moi je suis complètement dedans là, j'ai l'impression d'avoir un casque, j'ai l'impression d'être au volant de mon X-Wing. Non, c'est un U-Wing que tu as acheté. Ah mince. Alors Jérôme tente de faire un truc, Bah essaye oui, de pas te c'est laisser te évident battre ce que comme je vais ça. faire. Parce que... Déjà, je vais jouer mon Scout Trooper. Et J'arrive pas il à revient de loin. Hein. Oui, je vais révéler la première carte qui est au sommet de la pile. Donc, Si c'est une carte Empire, je gagne 1 de force. ouais, c'est pas le cas. Si c'est une carte ennemie, je la défausse. C'est une carte neutre. Et oui. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Bah rien, c'est ni l'un ni l'autre. On la remet. On la remet. Mal joué. Oh, c'est pas très bien joué, Jérôme. Bah non, mais je suis déçu. Et ensuite, j'ai 4 sous-sous. Plus ton scout, il te donne à manger quand même. Mon Scout, il me donne 2. Donc ça Ok. me fait 6. Et pour 6. 6, c'est dommage. J'aurais C'est bien dommage. acheté un Destroyer Star À à 7. 7. Ah Ouais. c'est dommage. C'est C'est dommage. dommage. Alors n'hésitez pas à nous dire sur le chat qui vous pensez qui va gagner, parce que on voit quand même que j'ai une très bonne expérience du jeu, que je maîtrise bien la situation. Surtout, Moi- t'as mis un point de force là-dedans. Oui. Comme j'aime bien le jeu de rôle, je vais prendre le croiseur Croc. Très bon choix. Il me reste- Un hommage à l'auteur, Bah, Croc, évidemment. Bien sûr, Croc le beau. Et je vais prendre avec les Fais pas le gars qui réfléchit, prends ta Twilight. Alors tu prends celle-ci qui fait quoi? qui place au sommet de mon deck la prochaine carte que j'achète ce tour. Quand il la jouera. Voilà. Et il y a Boba Fett qui vient d'arriver dans La fête. voilà, dans la piste. Donc tu vois, Martin, éventuellement, si tu as 5 de bagarre, tu sais pas quoi en faire, tu peux flinguer Boba Fett. Non, j'ai pas 5 de bagarre parce que j'ai pas de bagarre. Ok. Alors, Si la force est de mon côté, réparez 3 dégâts de votre base. Alors la force, elle est... elle est bien de ton côté. Ah et oui, bah, comme quoi, tu as de la mon force côté, de ton côté, tu gagnes un de ressources gratuit. Ah Donc ouais. du coup, là, tu Et as puis là, je répare 3 dégâts de mon... Oui.
avec mon Ewing. Ouais, donc ton Ewing, alors ils disent on fait comme ça pour dire qu'on a utilisé le pouvoir, mais Oui, il mais pourra j'ai quand toujours même la valeur utiliser en ces trucs. Q-cube. Ouais, tout à fait. De ce fait, j'ai 7, c'est quand même beaucoup. T'as même 7 plus un 8, puisque même- t'as la force. Exactement. Donc je pourrais m'amuser à prendre 2 trucs, comme Boba Fett et un contrebandier. Non, par tu peux exemple. pas Boba Fett. Ah oui, non, c'est pour le détruire. Oui, mais Oui. j'ai pas du tout ce qu'il faut pour le Tu peux détruire. pas. Par contre, je peux prendre le Destroyer Non, stellaire. bah non. Ah non, c'est Ah, bleu, oui, c'est- c'est- Ah là là, alors, il n'y a rien à ma couleur. Faut le permis poids lourd. Donc, non. Mais alors si, il y a Cassian et puis il y a le Snow Speeder. Ouais, ça fait 7. Bah, si tu veux 8, tu prends une Twi'lek et Cassian. Je vais lire le pouvoir. Votre adversaire défausse une carte de sa main, ça a l'air cool ça. Mais c'est bien. Allez, je prends ça, mais c'est. Alors, je suis un peu guidé quand même, parce que moi j'avais envie de passer du côté. Non, on du peut pas, côté faut attendre clair l'extension. De la poste, de la force. Aucun rapport. Côté Ouais, obscur de- c'est quand ils impriment tes emails pour aller les donner aux gens. Voilà, bon, bah, j'ai fait le tour. C'est décevant. Pourquoi je suis les méchants? Et pourquoi Non, d'abord c'est pas- l'Empire c'est les méchants? Parce que ils n'ont rien fait de mal à la base. Ah non, ils mais se il y a réunissent, il y a un ordre, Il y a- ils ont une assemblée générale. Il y a plein de théories là-dessus. Plein. Alors, donc je vais faire. Là, je pourrais éventuellement faire 5 dégâts. Ah, c'est fort. Ouais, c'est fort. Je lui en avais déjà fait. Pourquoi tu ferais 5 dégâts? Bah, il fait 5 de bagarre. Parce que- Alors, si- et on est vraiment en train de dire qu'ils sont les gentils, là, les Jedi. Ah non, mais. Non. Ça se joue comme ça. C'est un acquisition de Stormtrooper. Donc 5 dégâts Oui, sur c'est des ta base. Stormtroopers en plus. Un forceur de blocus qui va rester là et qui va me défendre. Et qui va Donc, je protéger fais sa base. 6 de bagarre. Très bon jeu, Blocus. Voilà. Un dessous, un deuxième dessous, donc je peux acheter quelque chose à 2. Est-ce que dans ces jeux-là, on n'a pas toujours des cartes qui Si, coûtent 2 il est là-haut. On Voilà. va les rapprocher. Il y a un pilote de la bordure extérieure qui est toujours la carte un peu naze quand t'as que Ouais, 2. bah, je c'est un l'achète. bon choix, Je ça. l'achète. Voilà. Voilà. Donc, tu lui mets 6 dans le museau. Donc, Dantwin boite un peu. T'es à 7 sur 8. Zut. Ouais, c'est ce qu'on dit. Et c'est à toi. Alors, pour changer de base derrière, pour en récupérer une autre, comment on fait? Juste la faire casser, c'est assez facile. Ah, T'as ça, pas c'est grand-chose à faire. Suffit que tu te soignes pas et c'est bon. C'est à moi de jouer. Oui, je vas-y. crois. Alors, j'ai trois caisses. Plus une parce que tu contrôles totalement la force. Je contrôle totalement la force, exactement. Et puis, je peux faire 2 petites attaques. Et j'ai mon gardien du temple où je choisis ce que je vais faire. J'ai pas forcément besoin de contrôler davantage complètement la force. Donc, cette fois-ci, je vais rajouter soit une caisse, soit une attaque. Qu'est-ce qu'il me faudrait? On a un vaisseau d'atterrissage, je peux pas. Tu peux pas. C'est pas ma couleur. T'as une corvette Hammerhead, c'est bien ça. Ah, Muréed. Non. Très bien, je vais prendre ça, la corvette à Muréed. Et Ouais. j'ai 3 plus 1, donc ça fait Avec, tu 4, peux aller c'est passer une parfait. nuit à Bangkok. Ah, bah, j'ai déjà le 4 avec ça. Voilà. Donc tu m'as fait 4 dégâts, c'est ça? Non. Non, Non, que tu vas 2. faire 3. 2 dégâts. 3 parce que ton... Ah oui, comment avec le plus 1, oui, Ouais. effectivement, puisque je ne l'ai pas utilisé, 3. vu que j'ai utilisé un cube. Alors, tu peux pas taper l'Otal, t'es obligé d'aller taper dans le vaisseau qui protège la planète. Non? Non, Pardon. non. Voilà. Qui a 4 points de vie. Et qui n'est pas mort. Non. Et je vais acheter ce destroyer stellaire qui m'a tapé dans l'œil il y a quelques tours. Et je vais exiler mon pilote de la bordure extérieure, pour gagner 1 en force. Et voilà. Ah bah super, merci. Et normalement, il te exilé. reste un dégât de ton capital shift. De mon forceur de blocus. Oui. Et je vais détruire Ah, et ça ta y est, ça me base casse ma à planète. Dantooine. Super, Voilà. merci. Hein. Donc il a détruit une planète sur 3 si on joue en partie à la cool ou sur 4 si on fait une partie complète. Et là, Martin, il faut que tu choisisses l'une des bases. Sachant comment on fait une partie de découverte, t'as 4 bases. Dans le vrai jeu complet, t'en as 5 avec des mieux. Et alors, je ne veux pas t'intimider, mais grâce à ma contrebandière Twi'lek, j'ai le destroyer stellaire, je l'ai mis sur le dessus de mon paquet. Je pense pas qu'il va s'en servir. Parce que, ouais, sachez que quand on attaque C'est de l'esbrouf. l'Empire, Ça se présente pas super bien, Martin. Ben non, ben je pense qu'on va arrêter avant la fin de cette partie. De toute Non. façon, c'est pas la peine d'aller jusqu'au bout. On vous présente Star Wars Rebellion. Star Wars Rebellion, c'est une grosse boîte qui est derrière, carrée, de bonne épaisseur. Et en fait, ce qui surprend, c'est qu'il s'agit d'un jeu à 2, qui a tout le format d'un gros jeu à 4 ou 5, mais non, c'est uniquement pour 2 joueurs. Alors, il y a des règles pour y jouer à 4, mais honnêtement, Non, c'est pas ne le faites terrible. Pour avoir testé, c'est juste qu'il y a un joueur qui est joué par 2 joueurs à la fois. Et
Je suis un petit rhume. Je suis désolé, je suis obligé de m'absenter de temps en temps. Salut, ça va Martin? Ça va. Je suis un peu enrhumé, ça peut arriver à tout le monde. On présentait Star Wars Rebellion. Ah, mais vous avez bien fait de commencer sans moi. Tu y as joué? J'ai joué 2-3 fois à Star Wars Rebellion. Oui. Ça prend un peu de temps. Ça c'est prend pas un le peu tout de petit temps. jeu, celui-ci. Voilà. Et on a voulu mettre ce plateau pour montrer à quel point il est gros et à quel point il est disproportionné pour un jeu à 2 joueurs. C'est un jeu où l'un va jouer l'Empire, l'autre la Rébellion. Ouais. Et c'est un jeu complètement asymétrique sur les forces en présence, mais aussi sur l'objectif. C'est-à-dire que le rebelle, lui, il va devoir gagner du temps, faire des missions pour réussir à tenir le plus longtemps possible. T'as dit pantalon quand même. Au milieu de ta phrase. Ah si, t'as dit s'il veut essayer de tenir pantalon possible. Ce qui vraiment n'a aucun sens. Alors que le joueur de l'Empire doit trouver la base des rebelles. Ah, t'as dit Bermuda. Non, j'ai pas dit Bermuda. Moi aussi, je peux. Non, absolument pas. Et voilà. Ce qui est bien, c'est que comment il fait pour la trouver? En fait, il faut qu'il envoie des sondes, qu'il fasse des opérations de repérage, qu'il capture des gens pour les torturer, pour avoir des informations, parce que la base secrète, elle est secrète. Oui, on sait pas où c'est. Il y a un petit côté Scotland Yard un petit peu dans ce jeu. Alors elle peut être sur Hoth, elle peut déménager. Oui. Et se mettre sur, je sais pas, sur une autre... Sur Datomir, sur Andorre, sur Sulust, où il veut. Et en fait, ici, il y a un emplacement qui est la base rebelle, où le rebelle va mettre ses troupes, qu'il a dans sa base en réserve. Et quand il va lancer des attaques, il va les lancer à une distance de la base rebelle. Mais si, par exemple, j'envoie des gens sur Kashyyyk, ils peuvent venir de là. Donc ça donne des informations, mais on ne sait pas forcément où c'est. Et au cours du jeu, le rebelle pourra déplacer sa base. Il le fait pas à chaque fois parce que c'est assez coûteux et puis vous avez vu les documentaires sur Hoth, etc. Oui. Faut déjà tirer au canon à ion pour briser le blocus, tout, ça prend un peu de temps. Mais c'est font des ellipses dans les films. Ouais. Ce qui est surtout intéressant, c'est que ce jeu, il se joue à 2 niveaux. Il y a un niveau où c'est la guerre dans la galaxie, on a nos vaisseaux, on a nos troupes, et il y a un autre niveau où c'est les héros qui vont intriguer et qu'on va envoyer sur des planètes faire des missions secrètes. Et les missions secrètes vont interagir sur les troupes éventuellement, sur des informations, où est la base, etc. Et c'est cette double couche de niveau de jeu qui rend le jeu très très intéressant. C'est globalement un jeu de programmation et aussi un jeu un petit peu de stratégie où on devra... déployer nos armées, faire de la bagarre. Ce qui est intéressant, c'est que d'une partie sur l'autre, elle ne va pas se jouer forcément pareil, parce que l'Empire, il a énormément de force, mais il faut qu'il gère sa logistique, il ne peut pas être partout. Donc, des fois, quand il va devoir déplacer des destroyers d'un endroit à l'autre, ça va lui prendre du temps. Il faut qu'il gère aussi sa production, parce que le rebelle va pouvoir jouer sur le fait de lui casser ses moyens de production, de faire du sabotage. Il peut jouer à fond sur l'espionnage et faire des missions d'enquête pour essayer de trouver au plus vite la base. Et il peut aussi jouer sur le fait de capturer les personnages de la rébellion pour faire différentes choses. Convertir. Dont la fameuse carte de conversion où on a l'empereur qui peut convertir, un Luke ou quelqu'un d'autre, voilà. Et puis on a des personnages qui peuvent faire des missions. Par exemple, il peut aller prendre des cours du soir sur Dagobah s'il veut, Luke, et ça devient un nouveau Luke et on peut le faire upgrader en Jedi de l'épisode 6 avec costume noir, le gant, etc. Donc ce qu'on voit les 1, 2, 3 de chaque côté, en fait, quand on va produire des unités, elles vont pas forcément arriver tout de suite. Si c'est des petits bimbins, ils arrivent, c'est des X-Wing, ça arrive. Par contre, quand on fait des AT-AT, des croiseurs ou côté rébellion, des croiseurs Mon Calamari, qui sont les plus gros, mais en fait, ça va mettre 3 tours à arriver. Ce qui veut dire qu'il y a un petit côté, moi je pense aux vieux jeux à la Warcraft, Starcraft, quand tu chargeais toutes tes productions et puis que ça prenait du temps avant, voilà. Exactement. Donc là, c'est pareil, des fois, tu vois que l'autre, il va avoir des gros trucs qui vont arriver dans 3 tours et tu te dis, faut que je fasse un truc avant ça parce que ça va être compliqué. Et le rebelle a des actions spéciales de sabotage pour aller taper les unités avant qu'elles soient produites dans la chaîne de production. Ce qui est intéressant, c'est que certaines planètes nous permettent de produire des grosses unités. Donc il y a eu un intérêt, un enjeu stratégique sur les planètes aussi dont on doit tenir compte. Et voilà.
Alors, Armada, c'était un jeu qui était chez FFG. Et en fait, FFG avait 3 jeux de figurines de différents formats, qui étaient Armada, X-Wing, je sais pas si on en parlera, Star Wars Légion, je sais pas si on en parlera. Bah, on a prévu les visuels pour pouvoir vous en parler. Donc maintenant, on en parle. Hein. Ça nous a pris des plombes de tout installer. Et mets quand même le micro vers toi. Parce que c'est bizarre, ces jeux-là, en fait, ils ont été transférés de chez FFG vers Atomic Mass Game, qui était une boîte qui faisait partie du groupe Asmodée et qui gérait Marvel Crisis Protocol, qui était un jeu de figurines. Et puis, il y a quelqu'un qui a dû dire FFG, vous faites des jeux de cartes et vous faites des jeux de plateau, vous arrêtez de faire des jeux de figurines. Donc, ces jeux qui étaient chez FFG, maintenant, sont les 3 chez Atomic Mass Game. Armada est un petit peu le parent pauvre et chaque fois qu'il y a une communication qui est faite, que ce soit pour n'importe quel jeu, il y a des memes qui sortent avec des images qui disent Armada et Armada. C'est vrai que c'est un jeu qui a peu de sorties, mais en même temps, vu que c'est un jeu assez onéreux, c'est peut-être voilà, c'est bien aussi. Alors, Armada propose de faire des bagarres de vaisseaux et des bagarres de vaisseaux avec des gros vaisseaux. Donc moi, j'ai pris la période Clone Wars, donc j'ai la République contre les séparatistes. Donc on a amené quelques vaisseaux ici. Hop, vous voyez ces magnifiques croiseurs Venator. Il vaut mieux en prendre 2. Là, il y a un Pelta, ici un Magnificent. Et l'idée, ça va être de jouer des grosses batailles spatiales comme on voit dans les films et également dans les séries animées, et représenter le fait qu'il y a des vaisseaux, ils virent en prenant beaucoup de temps, ils tirent, ils ont des armes de partout, il y a des boucliers. On va pouvoir avoir des petits chasseurs qui sont représentés par grappes, parce que c'est vraiment des moucherons qu'on envoie. Et tous ces vaisseaux, en fait, ils vont avoir des boucliers partout. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir une phase de programmation. On voit la référence à X-Wing notamment, et à comment ça s'appelait le jeu avant X-Wing? Wings of War. Wings of War. Voilà. Avec ces socles sur lesquels on a des lignes qui vont nous servir également. L'idée, c'est qu'on va avoir des ordres qu'on va mettre pour dire s'il va plutôt faire de la bagarre, faire de la navigation, réparer ou envoyer ses petits chasseurs. Et il y a un système qui fait qu'il y a un score de commandement, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les très gros vaisseaux sont très puissants, mais comme ils ont beaucoup d'inertie, pour représenter ça, en fait, dès le début du jeu, on va en mettre 3. Et c'est seulement à partir du 4e tour qu'on va pouvoir avoir les nouveaux ordres. Donc il faut énormément prévoir. Et la même chose qu'il faut énormément prévoir, il y a quelque chose d'un peu différent par rapport à X-Wing, c'est-à-dire que dans l'ordre du tour, il faut commencer par tirer, puis se déplacer. Donc ça veut dire qu'il faut toujours gérer l'inertie de ces vaisseaux et essayer de bien anticiper où est-ce qu'on va se retrouver. Dans ce jeu, pour représenter les difficultés de déplacement de ces vaisseaux, ils utilisaient des réglettes articulées. Et ici, on a des charts, enfin on a des diagrammes pour dire combien de fois un vaisseau peut tourner, et puis on faisait des petits déplacements comme ça. Oui. Ou par exemple, mon vaisseau, il va se déplacer à 2 de vitesse en faisant un clic de déplacement à chaque fois, et il va se retrouver comme ça. Donc c'est du jeu de figurines avec des vaisseaux, avec des gros vaisseaux. Donc on n'en a pas énormément, hein, on a 3 ou 4 vaisseaux de chaque côté, avec énormément d'anticipation sur ce qu'on va faire, ce que va faire l'autre, parce que on tire avant de bouger. Donc en fait, quand on se déplace, quand là je viens de me déplacer, c'est pour prévoir mon tir de l'autre, du tour suivant par rapport à l'autre. Voilà. Comme d'habitude avec FFG, on va se retrouver avec des ribambelles de cartes, d'équipements, de personnages spéciaux, etc., qu'on va ranger dans des classeurs et où on prendra du temps à préparer ses armées. Donc ça, c'est un peu commun aux jeux de figurines et aux jeux de figurines Star Wars de FFG. Mais ceux qui ont l'habitude de jeu, ça les gêne pas. Ils savent qu'il y a une partie cachée quand on fait une partie, en fait, il y a tout sous le capot, un long moment qu'on va passer de préparation de partie, qui n'est pas forcément une contrainte. Hein. On peut prendre du plaisir de se dire, tiens, je vais faire ça, je vais lire des choses sur Internet, tiens, j'ai envie de tester ça, voilà. Et c'est un jeu FFG, donc ils ont énormément travaillé l'ergonomie. Oui, parce que ça moi j'avais pas vu, en fait, j'ai pas joué à Armada du tout, j'ai joué au jeu précédent, j'ai joué à X-Wing, j'ai joué à Wings of War, et c'était des bouts de carton. Là, c'est quand même beaucoup plus évolué. Tout est bien fait. Nous, on a beaucoup joué à Dystopian Wars, qui était un jeu de bateau. Alors, c'est un peu les mêmes sensations, les jeux de vaisseau, les jeux de bateau. Et là, on a découvert quand même des bonnes trouvailles de gameplay qui rendent les choses la vie plus facile. C'est très ergonomique.
mécanique sur l'activation de ces choses-là, etc. Et quand ils font FFG, quand ils font du jeu comme ça, c'est très fluff, c'est-à-dire on a la carte de personnage d'Anakin, on dit ah, je le reconnais bien là. On a Kit Fisto, on a Plo Koon, on a voilà, on les reconnaît. Si on a Dooku, on reconnaît, voilà. Donc c'est de la création d'armée, du combat de bagarre, et du combat de vaisseau. des parties qui vont durer 1h30, 2h, 2h30, ça dépend aussi la taille de l'armée, mais on est quand même sur du gros jeu. Ah, jeu Star Wars. Ça, c'est Outer Rim, c'est sur la bordure extérieure, oui, c'est ça? Outer Rim en anglais, c'est bordure extérieure. C'est bordure extérieure. Voilà. Donc ça, c'est un jeu qui est aussi très narratif, celui-ci. On a vraiment l'impression de vivre une histoire. On ne maîtrise pas tout dans le déroulement de l'histoire. Il y a une part de hasard qui est assez importante. Les parties sont relativement longues aussi. C'est un peu le fil conducteur des jeux Star Wars, parce que quand on a besoin que l'histoire s'installe autour de la table, le temps qu'on passe, ça donne un côté épique. C'est pas forcément une mauvaise chose. Alors on va quand même présenter le fait que on a une bordure extérieure. On a une bordure extérieure, et en fait le plateau, ça va être la bordure extérieure. La bordure extérieure, qui a été complétée un petit peu lors de l'extension. Ouais, je suis pas dans l'ordre. Enfin, oui, c'est marrant. Regarde-toi. On est voilà. Mon calamari. Okay. Bon, on n'est pas bien placé. Je les ai pas mis dans l'ordre, mais ça prendrait du temps. Et l'idée, c'est qu'on va jouer des chasseurs de primes, bien connus, qui vont se livrer à différentes opérations, à savoir. Quand les chasseurs des primes, ils ont besoin de voyager pour changer les idées. C'est ça. À savoir, avoir des primes sur des gens. Donc en fait, il y aura des gens de l'univers Star Wars, ils devront les capturer ou les éliminer, puis après les ramener au bon endroit. Ils devront aussi faire de la contrebande, livrer des choses à droite ou à gauche. Donc en fait, il y a un petit côté pick and delivery, on va se déplacer et en même temps, on va avoir des missions, parce qu'on va aussi avoir des missions où il faudrait que je force le casino sur Ord Mantell et puis qu'après j'aille dire à Jabba que j'ai réussi. On va jouer aussi vis-à-vis des factions. En fait, on est un chasseur de primes, donc on peut être pote avec l'Empire, on peut être pote avec les rebelles, les deux en même temps. On peut être pote avec les Hutt et également avec les syndicats du crime. Et pour ça, on va avoir plus ou moins de missions et être copains avec les uns et les autres. Il y a plein de cartes qui racontent des petits bouts d'aventure sur une planète, etc. Et on va pouvoir customiser notre vaisseau, rajouter des trucs, ça, avoir des gens de l'équipage qui va venir nous aider, qui va rajouter des compétences. Et on va surtout pouvoir acheter des nouveaux vaisseaux. Et ça va faire partie de notre plan de carrière pour être le meilleur chasseur de primes, celui qui a la plus de gloire dans la galaxie. Et moi, je suis vraiment rentré dans le jeu. Je viens de comprendre les blagues au fur et à mesure. Je lis les gens, ils font des blagues. Je comprenais pas pourquoi vous parliez d'Amazon Prime. Et là, chasseur de primes. Ah oui, bon voilà. Ça y est, ça se décrypte dans ma tête. Voilà, c'est dur de lire le chat en même temps qu'on anime une émission. Bah oui, complètement. Et donc, en jouant à ce jeu, je me suis vraiment pris au jeu. Au départ, je me suis dit, oula, ça a l'air long, ça va passer du temps, parce que les parties, elles durent un sacré bout de temps. Hein. On a vite fait de passer 180 minutes sur un jeu comme ça. Et en fait, quand on commence à acheter son nouveau vaisseau, à se développer, à se dire ah tiens, je vais m'équiper comme ça, on est mais vraiment complètement dedans. Le système de jeu, il est pas très complexe. Non, tu te déplaces, tu fais une action. On peut faire de la bagarre avec les autres. En règle générale, c'est pas forcément conseillé parce qu'on peut y laisser des plumes. Mais il faut savoir que des fois, on peut avoir des primes sur des hommes d'équipage de l'autre. Si par exemple, Chewbacca est à bord il est cuisinier sur le vaisseau de Jérôme, je peux décider d'aller sur l'emplacement où se trouve Jérôme et d'essayer de lui buter son Chewbacca pour aller le ramener vers quelqu'un qui a mis sa tête à prix. Alors, Star Wars X-Wing. Donc ça, c'était avant Armada. C'est vraiment... Armada. Un jeu qui est inspiré d'un autre jeu, donc tu nous as dit Wings of War, qui a complètement disparu du coup. Oui, complètement. Et qui a été remplacé complètement par Star Wars X-Wing. C'est le jeu de figurines avec des avions le plus joué, je pense, aujourd'hui. Et qui, il a eu ces dernières années, ça a un petit peu décliné, mais ça a été une locomotive. Ça commence à dater. Oui, il avait deux. Il a combien de temps ? Il a 15 ans ce jeu ? 10 ans 15 ans peut-être pas 15. Alors c'est un jeu beaucoup plus nerveux qu'Armada parce qu'on va jouer beaucoup moins de vaisseaux, des vaisseaux qui vont vite, qui se tournent autour, qui se tirent dessus. C'est du dogfight. Voilà. Typiquement, dans la boîte de base, c'était un X-Wing qui tapait dans des chasseurs-taille. J'avais mis en place un système d'aimant collé dessous. Voilà, c'est pour ça. C'est là que j'ai collé mon aimant. Il est toujours l'aimant ? Non, il n'y est plus. J'ai changé, j'ai rangé. Et tu as peint toutes tes figurines ? Alors, X-Wing, c'était un jeu très agréable parce qu'on achetait, c'était déjà peint.
et Armada qu'on a montré avant aussi. Donc on arrive, on sort sa boîte, oh j'ai des magnifiques vaisseaux, voilà. Et donc l'idée c'était de faire du dogfight, donc très nerveux, je bouge mon vaisseau, je tire, donc là c'est je bouge, je tire, on va se courir après, et c'était un système assez malin de rondelles d'ordre, où on allait choisir quelle allait être la manœuvre de notre vaisseau. Là j'ai pris volontairement un vaisseau, je sais pas si on voit. En vue du dessus, oui, si, on voit. Ouais, ok. Là, il y a un vaisseau avec relativement lourd, donc avec peu de manœuvres disponibles, alors que là, j'ai un A-Wing qui est petit, qui est vif et qui est... On me voit. Hop, c'est plus vers moi. Hop, voilà. Qui a énormément de possibilités de déplacement. Et après... Réglettes. Donc on là, choisit... c'était les réglettes en carton. Hein. C'était la version d'avant d'Armada, avec les réglettes en carton qu'on allait devoir poser pour savoir dans quelle direction on va et jusqu'où on peut aller. Voilà. Et donc on choisissait les deux joueurs en même temps face cachée, et ensuite on révélait et on faisait les déplacements. Et c'est là qu'on se disait oh non, je suis rentré dans l'astéroïde, j'ai mal calculé. Alors, poum, oh non, je te rentre dedans. Voilà. Ouais. Et donc on mettait les petites réglettes et on se déplaçait, et après avec les fameux bruits dans l'espace. C'était la bagarre. Les vaisseaux font du bruit dans l'espace. Et on pouvait faire des demi-tours sur certaines manœuvres. Oui. Mais c'était stressant. Et Barbara. Comment à propos des bruits, alors c'était, tu vois, quand tu dis c'était il y a 15 ans, c'était les premières applis sur téléphone, et il y avait une appli qui s'appelait X-Wing Pew Pew, où tu faisais les tirs les tirs de laser, les tirs de roquettes à protons, et puis les explosions quand tu cassais un taille. Voilà. Il y a Marie Lorem qui nous dit qu'il n'y a pas de son dans l'espace, mais dans Star Wars, il y a du son dans l'espace. Il y a du son dans Star Wars. Tous ceux ont bien vu qu'il y a des bruits de vie. Là encore, c'est un jeu où il faut construire sa petite équipe. On a plein de cartes de personnalisation. On peut choisir des pilotes qui vont apporter des petites règles particulières, plein de torpilles, de missiles, de canons en tout genre. Et c'est un vrai plaisir aussi d'essayer de se faire son armée la plus compétitive. Ils ont fait une V2 où ils ont beaucoup simplifié ça. Ils ont proposé une alternative où on achète des armées déjà un peu toutes faites. Enfin, voilà, ce qui a accéléré un petit peu la mise en place. La V2, elle a été, moi je l'ai trouvée très bien faite. Mais elle a un peu marqué quand même le déclin de ce jeu. Il y a eu beaucoup moins de sorties qui sont... Voilà. Mais il y a de nouveau des sorties là, donc ils refont des trucs. Le jeu n'est pas mort, il continue. Oui, ils ont mis des épisodes précédents. Les épisodes 1, 2, 3 ont été aussi proposés pour X-Wing. Oui. Légion, qu'est-ce qu'on montre? Des figurines. Légion, c'est de la petite figurine, c'est ça? Alors, c'est de la moyenne figurine. La moyenne. Légion, c'est FFG qui a eu envie de faire son Warhammer 40 000. D'accord. En Star Wars. Ouais. Donc ça va être des figurines pleins qu'on va acheter, qu'on va monter, qu'on va peindre. Ça va être des armées qu'on va créer, ça va être des décors. Et ça va donner ce genre de choses. Donc ça, c'est des décors qu'ils ont vendus. Ici, c'est je ne connais pas du tout, donc moi, je ne sais même pas où je dois regarder, qu'est-ce qu'on va sortir. Je fais très peu de jeux de figurines. Oui. C'est des types de jeux dans lesquels, quand on se lance dedans, a priori, on va en faire plus d'une soirée. On ne va pas jouer qu'une seule fois au même jeu, parce que c'est un investissement. C'est pour ça que j'ai revendu aussi. On va peindre ces figurines, là, on va déjà les monter, les sous-coucher, les peindre. Petite touffe. Et puis derrière, on va peindre ces figurines, et puis on va les emmener là. Là, tu les as peints. Là, vous pouvez voir des clones. Donc, on est sur les épisodes. Ici, il y a un droïdeka. 1, 2, 3. On a Grievous. On va vous montrer quand même les belles figurines peintes aussi, de la main de Jube. Et là, on voit qu'en dessous, il y a effectivement ce système d'aimant dont tu as envie de nous parler, je pense. Hein. Pas du tout, c'est juste pour ranger, en fait. Pour les déplacer, on prend ça. Vous avez vu ça? Attends, je vais montrer à l'écran parce que là, c'est complètement hors-champ. À l'intérieur, il y a une plaque en fer qu'il a positionnée. Il faut que tu nous le fasses à la Pierre Bellemare. Et à l'intérieur de cette boîte, vous trouvez une plaque en fer qui est positionnée pour placer directement votre figurine. Regardez, écoutez, le bruit est très... Je vais le poser à côté de mon micro. Il est très agréable. Tout à fait, Pierre. Voilà, exactement. Donc vous pouvez acheter une série d'aimants, 7 aimants pour la modique somme de 267 € et pour 400 € seulement, on vous offre la plaque. Vous rajoutez donc la somme pour arriver jusque 400 €. C'est cadeau.
plaque métallique autocollante, format A4, 1,50€ chez Philippe. Eh bien, nous, on vous la vend 400 €. Voilà. Et du coup, ça Waouh, regardez ça. Regardez, c'est extraordinaire. Bon, voilà. Bref, sinon, Légion est un jeu très ergonomique pour un jeu de figurines. FFG y a introduit plein de petites... Et c'est sorti après Armada. Donc, tu vois, Martin, on retrouve ces petites réglettes. C'est-à-dire Et pour seulement 250 €. Non, mais c'est-à-dire que si là, le B1, il veut venir là et faire le tour, eh ben, en fait, il peut dire qu'il va tourner ici au coin pour se déplacer. Voilà. Et sinon, on se déplace en suivant les trucs. Donc forcément, on a des trucs qui vont plus vite parce que c'est des motos. On a des options, donc je suis pas obligé de mettre le sidecar. Je peux l'enlever. Voilà. C'est aimanté aussi. C'est les gens qui bricolent. Hein. Quand tu rentres dans le monde de la figurine... c'est toi qui as mis les aimants? Non. C'est moi qui ai mis les aimants. Oh là là, voilà. C'est extraordinaire. J'ai peur, je vais casser le truc. Waouh! Et ça marchait comment du coup quand on n'avait pas les aimants? Tu le montais et tu t'achetais 2 figurines. Bon, j'en ai acheté 2 aussi. Hein. Voilà. Et donc, on va faire sa petite armée, on va se mettre chacun de son côté, on va avoir des objectifs, et puis on va faire la guerre en se lançant des dés sur le nez. Donc, ça ressemble énormément à Warhammer 40 000, sauf que c'est FFG. Ils viennent du monde du jeu de jeu de plateau plus que du jeu de figurines. Donc, il y a des petits twists en plus. C'est beaucoup plus facile de déplacer une unité. C'est beaucoup plus facile de viser. C'est beaucoup plus facile de gérer le problème des couverts, qui est le problème principal. Et ils ont des systèmes de dés très malins où on va peut-être pas rentrer dans le détail ici. Il y a aussi un système d'ordre qui est sympa parce qu'on ne contrôle pas complètement nos figurines. Hein. Des fois, on a des contraintes et ça, par exemple, Warhammer ne l'a jamais intégré. Et on a des personnages iconiques de la saga. Donc, encore une fois, quand on joue ces cartes, ça fait exactement ce qu'il fait dans la saga Star Wars et c'est très très bien. Alors, c'est du jeu de figue, donc c'est un investissement, ça prend du temps. Il faut peindre, il faut mettre des aimants, il faut aimer les aimants. Mais c'est des très bonnes parties. Il y a énormément de tournois, le jeu fonctionne très très bien. Ce qui est rigolo, c'est qu'au début, quand il est sorti en France, ça n'a pas trop marché. Et c'est quand ils ont sorti la deuxième vague, c'est-à-dire avec les clones et avec les séparatistes, où là, ça a pris, mais comme ça, d'un coup. Et ils vendaient ça comme des petits pains. Parce que tu y joues aussi, toi? Moi, j'y joue avec les figurines peintes de Jube. Donc je vous ai dit que les jeux FFG de figurines étaient partis chez Atomic Mass Game et Atomic Mass Game nous propose un nouveau jeu Star Wars qui s'appelle Shatterpoint de figurines qui devrait sortir la fin mai, début juin et ça va être un jeu d'escarmouche, ça se jouera entre 4 et 4 figurines. Donc c'est cool, ça va aller vite à peindre. Du coup, vu que ce sont on aura peu de figurines, ils vont en profiter pour qu'elles soient belles et bien grasses, bien grosses. Donc ce sera du 40 mm. Pour ceux qui étaient là la fois précédente, c'est la taille des figurines de Super Fantasy Brawl. Oui. Donc c'est déjà des beaux bébés avec des gros socles. Mais elles seront mieux proportionnées. Avec un style un petit peu comics Clone Wars parce que on a pas mal de visuels pour l'instant. Donc le jeu n'est pas sorti. Aline, il y avait une photo. Waouh, qu'elle est magnifique. Donc là, on voit des clones face à des séparatistes. Et ce que vous voyez, c'est que il y en a, ils sont sur des décors un peu en hauteur parce que le jeu jouera énormément vu qu'on a 4 figurines sur le fait de se cacher, de sauter sur les plateformes, de rebondir, etc. Et le jeu, mais c'est magnifique, qu'est-ce que c'est? Le jeu jouera également avec des Jedi, c'est-à-dire il y aura des personnages très puissants qui feront pas juste pouf pouf je te tape. En fait, il y aura des vrais duels cinématographiques et pour ça, ils pourront choisir différentes techniques de combat et différentes postures, des stances. Ils en auront plusieurs par personnage et avec tout un cheminement d'arbres dans leurs attaques qui diront tiens, je vais plutôt utiliser la technique du Jemso quand l'autre utilisera un autre. Donc ce n'est pas encore sorti, mais moi je pense que je vais le prendre en fait. Je prendrais un jeu comme ça. Et il y aura donc une grosse boîte plutôt chère pour commencer, mais avec des décors et des gros décors puisque c'est du 40 mm et elle sort à peu près à 160 balles avec 4 armées de 4 différentes, plein de figurines, plein de règles, plein de décors, ce sera super et voilà, je pense qu'on pourra en reparler parce que moi j'ai prévu de le prendre. Avec plaisir. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous montre rien. Mais merci. Si vous regardez en 2027, peut-être qu'on aura réincrusté les vraies figurines qui seront sorties entre temps. Non. Si.
Epic Duel. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à montrer? Alors, Moi, je suis justement, spectateur dans cette émission, je découvre les choses. non, on l'a pas, parce que c'est un jeu qui était très difficile à trouver, mais vu qu'il était très difficile à trouver, qu'il est très vieux, il y a quelqu'un qui a pensé à nous, c'est Rob Davio, de Restoration Game, et qui a monté une boîte pour sortir des vieux jeux et les remettre au goût du jour. Et en fait, Star Wars Epic Duel est introuvable, mais est renaquis sous le nom de Unmatched. Exactement. Donc Unmatched, en fait, c'est ni plus ni moins que les règles de Star Wars Epic Duel, et Unmatched, on aime beaucoup. Oui. Alors, il y a plein d'univers qui sont complètement différents. Il n'y a pas de Star Wars dans Unmatched actuellement. Il n'y a pas de Star Wars, c'est une question mais de licence, je pense. c'est voilà. Sachant que Yellow le traduit en français dans tout ce qui est les boîtes où il n'y a pas des propriétés intellectuelles trop compliquées. C'est pour ça que le Jurassic Park, par exemple, on l'a pas en français. C'est pour ça qu'on n'a pas Jurassic Park pour l'instant. C'est pour ça qu'on n'a pas Buffy pour l'instant. Et c'est pour ça qu'on n'a pas tous les héros Marvel pour l'instant, parce qu'ils ont fait les héros Marvel de quartier, de Hell Kitchen et compagnie. Voilà. Donc non, on n'a pas de boîte de match, mais bon, c'était juste pour dire que, en fait, il y a un très vieux jeu Star Wars que vous pouvez maintenant retrouver sans Star Wars, mais on en parle quand même parce qu'il est très bien. Oui. Unmatched, c'est très bien. Oh, c'est un jeu Star Wars. Oui, il est en D27. Rising, c'est celui qui avait été fait par Lucky Duck Game en français, c'est pas ça? Sans doute. Il y a eu plusieurs versions de Lucky Duck Game, a fait 2-3 boîtes. J'en ai pas entendu du bien, moi, pour tout dire, sur ce jeu-là. Et du coup, j'ai pas joué. Alors, c'est un jeu coopératif, ça se joue en coop. Ici, nous avons un bonhomme. Voilà. Je crois qu'il y a un jeu Harry Potter aussi avec ce système. Et il y a un Marvel. Il y a un Marvel. Il y a un Marvel avec le Thanos qui se promène et un gros gant à côté. Et l'idée, c'est que on va avoir, on va falloir jouer contre le jeu, va falloir recruter des vaisseaux, va falloir recruter des alliés. On va lancer des dés. C'est un petit côté un peu Yams réussite à faire. C'est-à-dire que les cartes, je sais pas si on peut en avoir. Non, les cartes en carton, pas les cartes cubiques en plastique. Du coup, j'ai failli les ranger en me disant bon, c'est pas les bonnes cartes. Voilà. Donc par exemple ici on voit qu'il y a 2 symboles de bagarre, 2 symboles d'espionnage, 2 symboles de je sais plus ce que c'est, et donc il va falloir lancer les dés et obtenir ceci pour essayer de récupérer cette carte et après la mettre dans nos ressources, et après les cartes peuvent nous donner des dés en plus pour avoir plus de dés à lancer. Et le jeu, en fait on joue contre le jeu. Au bout d'un certain moment, le Dark Vador qui est ici nous fait des dégâts un petit peu passifs et va commencer à sortir des super équipements pour ce qui trouve être l'étoile noire. Et quand l'étoile noire est complète, on est mort. C'est pas cool. Et au fur et à mesure qu'elle gagne, qu'elle gagne des nouveaux modules, elle va développer des nouveaux pouvoirs et ça devient de plus en plus dur. Mais nous, en même temps, on a de plus en plus de personnages et de plus en plus de vaisseaux pour nous aider. Donc ça s'équilibre et à la fin, on espère qu'on gagne. Sachant qu'on gagne pas pas toujours. C'est plutôt familial comme jeu. C'est plutôt familial. Il y a un petit côté réussite, etc. Mais vu que depuis le début, on me dit c'est un petit peu costaud tes jeux, hein, ça dure 3 heures. Non, moi je vous sors ça, en 45 minutes, on y joue et puis on est content. Donc tu l'aimes bien, toi, celui-ci? Cool. Je l'aime bien, mais pour jouer, avec les copains tranquilles pour finir une soirée, avec les enfants. Si on est 2 et puis que on a, il y a des bouteilles à finir, on va plutôt prendre Star Wars Rebellion que celui-ci. D'accord. Voilà. Bon. Et vous, en effet, tu disais qu'il n'avait pas eu toujours une bonne réputation. C'est pas le meilleur jeu, mais honnêtement, il est sympa. Moi, j'ai déjà fait 5 parties, j'en suis content. Et ça a fait qu'on a pu le trouver à un moindre coût. Oui. Voilà. Et par exemple, j'ai reçu la semaine dernière celui de Thanos pour 10 balles. Ah oui, d'accord. Voilà. Parce que j'avais besoin d'avoir les francos de porc. Oui, c'est un jeu Star Wars. De ça. À une époque, Lego a décidé de faire du jeu de société. Je pense qu'ils en sont un petit peu revenus parce qu'il n'y en a plus tellement. Il y en a eu des bons. Oui. Il y en a eu beaucoup des mauvais. Oui. Il y en a surtout eu un bon, c'est celui qui nous permettait de faire du Creationary. Creationary, une sorte de Pictionary avec des Lego. Donc celui-ci, on l'a plutôt bien aimé, on a joué avec 2-3 fois. Il y avait le fameux dé Lego, ils en ont fait des tonnes. J'étais dans le jury de l'Asdor à l'époque, je me souviens que certains membres du jury disaient oh là là, ce dé, c'est une invention incroyable, c'est un dé qu'on peut customiser en fonction du jet. Les jeux n'étaient pas terribles, mais le dé, ça avait fasciné les membres du jury. C'est du Lego, c'est marqué 8 ans et plus, donc vous vous doutez bien que ça va pas être le truc le plus dodu qu'on a.
On avait des petits, vous voyez, on a un petit AT-AT. Ici, on se rend pas bien compte, mais ici c'est un Tauntaun sur lequel on a Han Solo en tenue bleue sur Hoth. Ici, on a un AT-ST et puis on a un petit Snowspeeder. Ici, on va avoir nos petits bonhommes et puis il va y avoir un petit, on va utiliser le dé, on va se déplacer pour essayer de prendre les bases, faire la bagarre. C'est un jeu très simple pour enfants, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Par contre, il a un gros avantage, c'est que pour un problème de licence et de droit, il n'était pas dispo aux États-Unis. Oh. Et donc on pouvait crâner sur les réseaux sociaux en flaguant les Américains en disant moi je joue à ça et pas toi. Voilà. Donc on a des tout petits personnages tout mignons. Voilà. C'est pas des mini-figues, hein, c'était des figues spéciales. Et puis ça se joue en un quart d'heure, quoi. On en enchaîne plusieurs avec les gamins. Il y a différents niveaux de règles, donc on peut avoir un truc un petit peu plus complexe. C'est très simple, c'est du Lego, c'est pour les enfants et c'est pour faire chier les Américains. D'accord, bon voilà. Donc ça, c'est des jeux qui étaient parus, le CIA versus KGB, c'est la première version, donc c'est juste un petit jeu... Chez Ubik. C'est quoi? C'est du card-driven? C'était pas du card-driven, il y avait un petit côté blackjack où il fallait atteindre un certain niveau. Ce jeu était vraiment excellent parce que on avait des cartes Mobutu, on avait la carte Pol Pot, on avait... Et moi, le thème me plaît bien, en fait. J'aime bien ces thèmes complètement inattendus, un peu politiques. Hop, Lech Walesa, pouf. Et c'était vraiment guerre froide. Il y avait des théâtres d'opération, donc avec des pays qui avaient un niveau de stabilité qu'il fallait pas dépasser, sinon ça éclatait. Et puis il fallait se rapprocher le plus possible du score à atteindre. Et surtout, on choisissait un espion secrètement. Un espion secret pour la suite. Qui pouvait mettre un gros twist dans la partie parce qu'on pouvait jouer à Keeper Gain, par exemple, avec notre maître espion. Ou on pouvait jouer l'assassin. Et donc assassiner définitivement l'espion de l'autre. Donc ce jeu était très très bien. Et puis il est devenu introuvable. Et donc, il a été réédité. Je sais pas si je l'ai, moi d'ailleurs. Je suis pas certain, je crois pas. Par contre, j'ai celui-là. En thématique Star Wars. Avec une thématique donc moins intéressante. On est tous d'accord quand même. Star Wars, c'est beaucoup moins intéressant comme thématique. C'est faux. Alors, c'est convenu maintenant. Tout existe en Star Wars. On a l'impression qu'il n'y a pas de politique derrière, alors que c'était quand même la grande période de la guerre froide. Là, chacun va avoir son deck qui va être un petit peu asymétrique. Ils ont rajouté les personnages iconiques de la trilogie 4, 5, 6. Donc ça va donner un petit peu d'asymétrie. Et en fait, il faut le dire, nous on l'a trouvé un petit peu en dessous du premier. Il n'y a pas ce côté un petit peu subversif de je joue Mère Teresa face à Mobutu ou à Pol Pot. Là c'est Star Wars, on connaît. Et ce qu'ils ont rajouté comme petit twist en plus, on perd un peu la pureté du jeu. Donc si vous pouvez trouver ça, je pense que c'est mieux. Mais vu qu'il est introuvable, regardez cet état, vous voyez, c'est élimé là. On n'en trouve plus des boîtes comme ça. Pas du tout celui-ci est bien et c'est trouvable et à moins cher. Voilà. Alors Star Wars Unlock, forcément, il y avait la licence Star Wars chez Asmodée. Ils ont les Unlock qui fonctionnent bien. Donc ils ont fait un jeu Unlock, mais ils ont fait très attention de ne pas marquer Unlock en gros sur le devant de la boîte. Ils l'ont mis en bas, en petit, pour pas faire peur aux gens. Ouais. Ce qui fait que quand tu comptes les Unlock et que tu les mets tous dans la bibliothèque, il dénote un peu. Mais bon, on le met avec les jeux Star Wars dans l'armoire des Star Wars. Ça marche. Unlock, ouais. Et donc c'est un jeu qui nous propose des petits scénarios d'escape game dans l'univers de Star Wars qui sont un petit peu plus faciles, avec aussi à l'intérieur, il n'y avait pas toujours cet élément-là dans les précédents Unlock. Je ne sais pas si ça y est maintenant, mais tu avais les réponses. Oui, maintenant ça y est. Tu as un guide ça y est à chaque fois. Ça y est maintenant, ouais. Donc il y a toutes les réponses à l'intérieur. Ça permet aussi de rassurer les gens quand ils sont perdus. Avant, ça existait en PDF. Et surtout pour... Je crois que c'est le premier aussi arrivé. C'est possible. Et surtout, pour pas effrayer les gens, il y a un petit... tu peux avoir une carte au début, t'es pas obligé de la prendre, mais ça va te rendre le jeu un petit peu plus facile. Tu vas avoir un petit joker pour t'aider. Sinon, c'est du Unlock, donc on connaît Unlock. Si on connaît pas Unlock, on a essayé de faire un peu de l'escape game avec des cartes. C'est formaté 1 heure, 45 minutes. Et ça rend bien l'ambiance de Star Wars. On voit qu'il y a du Hoth, il y a un truc, on voit le vaisseau, le tank
qu'on voit dans Rogue One. Donc c'est un peu orienté saboteur à la façon Rogue One. Et puis il y en a un qui se passe dans un vaisseau dans l'espace, et moi ça a été mon préféré, vraiment. Il y a un petit passage avec R2D2 qu'on va pas spoiler, mais qui est vraiment très très sympa. C'est voilà, idées, ouais. Il y a eu des très bonnes surprises unlock par la suite, mais là c'est la première fois que je me disais waouh, ils font un truc en plus. Voilà, alors c'est pas le meilleur des unlock, hein, soyons francs. Il y en a qui sont mieux que ça, je trouve. C'est pas le pire non plus. Les tout premiers unlock, moi j'étais pas hyper fan avant. Je sais plus, la 4e boîte, je crois. Et à un moment, ça a décollé complètement et ils ont des idées très originales. Ils ont davantage assumé aussi l'application. Oui, sur avec la réalité augmentée, des choses comme ça. Donc c'est plutôt, c'est pas un mauvais, c'est pas celui que j'ai préféré non plus. Mais le scénar 2, vraiment très très bien. Rien que pour lui, ça vaut le coup. Bon, puis après, de toute façon, si on aime Unlock, on prend tous les Unlock. Donc, et je crois qu'il est un peu plus simple que les autres, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, peut-être accessible à des plus jeunes. Oui. Alors, Destiny, c'était... alors, je dis c'était parce que le jeu, il est fini, en fait. Ils ont sorti beaucoup d'extensions, de boîtes. C'était un jeu de cartes qu'on achetait un petit peu à collectionner, avec des extensions, plein d'extensions. Donc on avait des cartes, on jouait des cartes, mais certaines de nos cartes, comme les personnages, des vaisseaux, de l'équipement, venaient avec un dé. Et du coup, pour activer les pouvoirs de la carte, on lançait le dé. Donc en fait, c'est un jeu qui était... C'est pour ça que j'ai pris une boîte supplémentaire, parce qu'il fallait stocker des trousillons de milliards de plein de dés. C'était un jeu où on collectionnait et les dés et les cartes. Ouais, voilà. C'est ça. Et du coup, c'était pas évident d'avoir tout ce qu'on voulait. C'était vraiment le côté jeu à collectionner. C'était bien d'avoir des copains autour de soi qui en avaient aussi, puisque ça permettait de faire des échanges de cartes et de dés. Bah oui, il y a du dé là. Hein. Ah, il y a du dé. C'est du bon gros dé. C'est du bon gros dé, et chaque dé, en fait, a le logo le dessin de sa carte correspondante, et puis des petits logos, et sur chaque carte, par exemple ici on a Luminary Nduli, on voit toutes les phases de dés, donc ça nous rappelle ce qu'on va pouvoir obtenir comme phase de dés pour la suite. Donc les cartes venaient avec des dés, on préparait son deck de cartes, on pouvait pas mettre n'importe quoi, on était limité en points de construction quand on prenait des personnages, et puis après on jouait des cartes d'événements, des cartes, etc. C'est du jeu de cartes, fallait poutrer l'autre, il y avait une petite mission au milieu, voilà, et c'était très très bien, pour peu qu'on ait des copains autour de nous pour faire des échanges et se faire des decks un petit peu optimisés sans y dépenser énormément de sous. C'était un peu l'époque où il y avait WizKids qui avait sorti le jeu sur Marvel avec les dés aussi. Oui. Mince, je me rappelle plus de lui. Il y avait eu Quarriors. Il y avait Quarriors et l'autre. Moi, j'avais fait que Quarriors. Oh là là, mais oui. Je suis pas très licence. Mais j'en ai encore plein de ça. Je suis pas tout à fait dans mon élément là. Mais quand on fera l'émission Marvel, mince, on en parlera. Faudrait que je vienne. On a reçu ce midi ou hier, je ne sais plus exactement. C'est un jeu qui va arriver, le Villainous Star Wars. Donc je sais pas si on a déjà le droit d'en parler. On l'a vu à Cannes. On a le droit d'en parler. Tout le monde en parle. Je me suis pas renseigné avant. Et donc c'est la version. Vous connaissez tous Villainous, donc ce jeu Ravensburger dans lequel on incarne des méchants. Des histoires de Walt Disney ou de Marvel dans le Villainous Disney, dans le Villainous Marvel dont on parlera peut-être dans une prochaine aussi. Et puis Star Wars c'est Disney aussi, donc tout est Disney. Et Alien c'est Disney aussi. C'est vrai? Oui. Ah mince, quand ils ont racheté, si tu n'avais pas suivi au moment du rachat, en fait la licence Alien faisait partie, donc en fait ils mettaient la reine Alien dans les princesses Disney. Ah bon? Oui. Ah, elle sera dans les dessins animés avec toutes les princesses là? Même Pretty Woman c'est Disney. Pretty Woman, la réalisatrice a pris la parole pour vous donner cette information essentielle. On apprend plein de choses. Et donc là, on va jouer. Donc on va retrouver des figurines comme dans Villainous, des méchants que l'on va pouvoir interpréter. Oui, on va peut-être redire. Dans Villainous, on joue un méchant donc d'un des univers, d'un des univers Disney, et chaque méchant a sa propre manière de gagner. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'il faut réussir à faire notre plan et surtout empêcher les autres de gagner. Et on voit que comme d'habitude on peut se déplacer, mais qu'il y a un truc spécial, il y a l'espace lointain. Là on vous en parle pour le cas où vous connaîtriez déjà Villainous, qui est un jeu qui est relativement simple, dans lequel on a des zones sur lesquelles on va jouer nos cartes. Voilà. Donc ça ressemble aux autres Villainous, sauf que désormais il y a un truc qui s'appelle espace lointain, et il y a un nouveau type de carte qui va apparaître soit dans les paquets méchants, soit dans les paquets héros, qui sont des cartes vaisseaux.
Et quand tu vas jouer un vaisseau dans ton espace lointain, ben ça fera un nouveau lieu et le vaisseau il arrive avec des nouveaux, des icônes, les icônes habituelles et un nouveau pouvoir. Et tu as plusieurs vaisseaux dans chaque deck de vilain, donc ce qui veut dire que tu pourras choisir ton vaisseau. Et Alors, dans les cartes, comment on va embêter les autres joueurs? eh ben dans les cartes de héros, il y a également des vaisseaux qui vont aller pourrir l'espace lointain des autres joueurs. Très bien. Voilà les méchants que vous pouvez incarner dans ce jeu. Moi, je les connais même pas tous. C'est pour vous donner mon niveau de Star Wars. Alors, si j'ai déjà entendu les noms, mais je sais pas trop. Alors, il y a Dark Vador, je crois qu'il est connu, non? Ouais. Il me semble. Hein. Ils ont chacun un objectif différent. C'est un jeu asymétrique. Dark Vador, faut qu'il tue Luke. Ah bon? Oh, c'est Oui. étonnant. Ah bon? Ouais. Pom, 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 Le- pom, pom. Je sais très bien le faire. Dark Vador. Le général Grievous, c'est il faut qu'il récupère, Vador. faut qu'il Bonjour, récupère Dark 8 Vador. sabres laser Bonjour. pour sa... Parce qu'il a 8 bras. Ouais, pour sa collection. J'ai perdu mon miel. C'est Dark Vador. Pour info, Assage Ventress, donc il y a plein de cartes, c'est bien tiré des arcs Assage Ventress sur Dathomir dans Clone Wars. Donc il y a les Sorts de la Nuit, il y a Savage Opress, il y a la mère Tamzin. On est bien dans le lore, ils ont bien suivi. Moff Gideon, faut qu'il récupère Grogu et qu'il lui fasse des trucs affreuses pour Oh, faire c'est ses affreux, le pauvre expériences. petit Grogu. Et Kylo Ren, je l'ai pas lu. D'accord. Le palais de Jabba, vous savez où il est? Bah, sur Tatooine. Je suis pas spécialiste de la géographie de Star Wars. Non, mais- sur Tatooine. Oui, non, je parlais du jeu. Le palais de Jabba. Le Love Letter. Ah, moi, je le l'ai Love pas. Letter Star Wars. Ah, tu l'as pas? Bon, bah on l'a pas non Personne plus. ne l'a. On ne vous Alors, parlera j'ai pas de ce cherché jeu-là. aussi et celui-là non Ah non, plus, mais moi on c'est l'a sûr pas. que je l'ai pas. Moi, mais moi j'achète pas Ça- beaucoup de. C'est rangé dans des gants de toilette d'habitude les. Bah ouais, auteurs. mais j'ai regardé dans Non, 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 l'armoire moi, j'ai pas ça. spécial le jeu en Ouais. grande toilette et il y était Voilà, pas. donc ils ont fait une version de Love Letter thématisée Star Wars. Ok, qui- mais on l'a pas. On l'a pas. Ok. Alors pour l'anecdote, moi j'avais joué à une version Love Letter de Star Wars avant qu'ils la fassent. C'est-à-dire que très rapidement, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui s'amusaient à pimper leur Love Letters parce que bon, c'est bien gentil de jouer avec des princesses et des princes. Ben, il y a d'autres univers qui sont plus rigolos, donc j'avais eu l'occasion de découvrir ça avant. Voilà. Et puis il nous restait Imperial Assault. Imperial Assault. Et ben on va vous parler d'Assaut sur l'Empire. Oui. C'était juste après Descent V2. Donc, Donc on l'a le appelé Descent. Descent V3 avant l'heure. Voilà. Et du coup, ils nous ont refait ça en changeant un petit peu de règles, mais 90% du moteur, c'était Descent. Voilà. Donc on retrouve, comme dans Descent, des petites tuiles où nos petits personnages vont pouvoir se déplacer. Les personnages ont une carte, les héros ont une carte avec des petits pouvoirs. Ils vont gagner de l'expérience au fur et à mesure des parties et ils vont pouvoir s'acheter des nouvelles armes, avoir des nouvelles compétences, etc. Donc gagner en puissance. En parallèle, le méchant et l'Empire vont aussi devenir de plus en plus puissants. Et ça va finir dans une apothéose de puissance et de violence. Non, c'était sympa. On y a beaucoup joué. On y a beaucoup joué. Dans sa première mouture, il y avait un joueur qui faisait le méchant. Le méchant, ouais. Et 4 Et les gentils. Voilà, 4 qui jouaient les gentils, donc ça se jouait très bien, ça faisait des bonnes soirées à 5, on prenait beaucoup de plaisir à le faire, le méchant essayait d'être le plus méchant possible, on disait beaucoup de gros mots autour de la table, il y a eu plein de boîtes d'extensions, donc qui faisaient des campagnes d'une dizaine de parties, sur Hoth, sur Coruscant, Oui, il y a le sur palais de Tatooine, Jabba. il y a eu le palais de Jabba sur Tatooine. Voilà. Et après, en fait, ils ont sorti une appli tablette où il était possible de jouer à 4 contre la tablette. C'était des campagnes plus courtes, mais ça te gérait l'expérience. Un peu comme Descent qui avait aussi son appli tablette. Oui, Ouais, c'est un peu le précurseur de Descent V3 quand même. Je pense qu'ils ont un petit peu essayé des choses. Il y a eu aussi Voyage en Terre du C'est Milieu vrai. aussi qui utilisait beaucoup la tablette qui a été intermédiaire. Mais voilà. Voilà. Et mais qu'est-ce qu'on y a joué Et- beaucoup. Et là où on a aussi énormément joué, c'était au mode de versus, où Oui. on jouait à 2 contre 2. Il y avait un mode escarmouche, ouais. Et là, c'était un vrai jeu de figurines d'escarmouche. On construisait son armée avec des cartes. On avait même un petit paquet de cartes avec des petits pouvoirs en plus. On jouait sur les mêmes cartes, c'était les mêmes règles. C'était exactement les mêmes règles. Fallait que préparer le jeu, son deck voilà. et c'était très très sympa C'était- en mode en proto un peu en proto légion. Oui, voilà. hyper tactique, avec plein de cartes différentes, parce que vous avez vu que les tuiles sont modulables, on pouvait les assembler. Il y avait trois thèmes, il y en a eu plus avec les extensions, mais on avait un peu Andorre, la jungle, des extérieurs. Ah, il y avait Bespin aussi. Oui, la on cité pouvait dans les jouer dans les. nuages. Ouais.
Voilà, il y a eu, il y avait un peu le côté, oui, Tatooine. Voilà. Et le côté vaisseau spatial où on pouvait aller dans des... Alors, c'était bizarrement vendu, c'était comme dans Descent V2, il y avait des grosses boîtes, des moyennes boîtes et des figurines en blister. C'est-à-dire, quand on achetait une boîte, il y avait pas tous les personnages en figurine, il y en avait qui étaient en jetons. Donc, il fallait qu'on aille acheter la figurine, qui nous rajoutait le personnage avec sa figurine, et puis des petites cartes en plus, et puis les petits scénars pour le mode escarmouche et des petits trucs. Et voilà, c'était vraiment acheté en kit. Pour ceux qui l'ont suivi du début à la fin, pour tout avoir, voilà, fallait payer sa dîme tous les 3 mois, mais on pouvait tout avoir. Pour ceux qui l'ont pris sur le tard et qui ont voulu le racheter à la découpe, c'était vraiment une quête très longue. Et on a regretté de ne pas avoir les Ewoks, les petits Ewoks. Ils ne sont pas allés au bout de la copie et on n'a jamais eu les Ewoks. Il y a eu Jar Jar Binks? Non, parce que c'était vraiment les épisodes oui, bien sûr. 4, 5, 4, 5, souvent ceux-là. Voilà. Et si on passait au jeu de rôle? Et si on passait au jeu de rôle? Alors voilà. Non, oui, on n'a pas fait le générique. Jeu de rôle de Jérôme, le spécialiste du jeu de rôle. Non, pas Piu-Piu. Mais non. On va parler des jeux de rôle Star Wars. Ah, donc on a spécialement les jeux de rôle Star Wars. Voilà. Non, alors il y en a quelques-uns. T'as ramené des choses? J'ai ramené des choses, mais pas tout de suite. Parce qu'on ne peut pas ne pas parler de Star Wars, le jeu de rôle, qui a été traduit par Jeu des cartes et qui avait été édité par West End Games en 1987-88 par là. Et qui a été un carton phénoménal. En fait, à l'époque, tout le monde, on a tous joué à Star Wars. Moi, j'ai joué à Star Wars. Moi, j'ai joué beaucoup à Moi, Star non. Wars. Mais... Voilà. Et c'était un des premiers jeux à licence en jeu de rôle. Voilà. Il y a eu peut-être Star Trek avant, mais qui n'est sorti que chez les Américains pédants. Si. Écoute du jazz. Oui, il y a James Bond. J'ai pas réussi à le situer si James Bond était sorti avant. Il y en a Pirol quand même qui nous dit dans les commentaires, pardon, je dis vos commentaires, ça me fait rire, que le générique de lancement de Jérôme était sur l'air de Dallas. Je suis pas rendu compte, mais c'est possible. Mince. Quel univers impitoyable. Oui, non, mais on va arrêter d'être des vieux quand même. Non, pas du tout. Non, pareil. C'est vendredi soir. Hein. Bref, Star Wars, le jeu de rôle, était très bien. Pourquoi il était bien? Parce qu'il était très simple. Et ça, c'est important. C'était des D6. C'était le D6 système. Tu pouvais prendre tes D6 dans ta boîte de nain jaune. Et, il y a eu un film, je crois, sur le nain jaune. Oui, on n'a pas retrouvé l'acteur. Ah j'ai pas vu du tout. Mais il y avait vraiment eu un film. Christian Clavier. Christian Clavier qui a joué dans le nain jaune, le film. Oui. Et qui joue la Dame de Cœur? Véronique Jeanne. Non, Véronique Jeannot. Elle jouait Jambon, Véronique Jeannot. On t'a peut-être coupé la parole. Non, on parlait du système D6 qui était très simple, donc très propice à l'initiation. Voilà, et c'est important de le redire. Parce qu'on joue Star Wars, t'as pas besoin d'expliquer. Tu sais, c'est dans un futur dystopique, et puis les machines sont devenues des grille-pains, puis en fait sont redevenues des hommes qui n'utilisent plus les grille-pains parce que ça serait du cannibale. Et là, c'est Star Wars, des D6. Et on était à la fin des années 80. On avait fait l'amalgame de l'autorité du charme. Mais il y a aussi l'univers du Seigneur des Anneaux, ce qui est très... Et ça n'existait pas, les jeux de rôle? Ça existait, mais il n'y avait pas les films. Il y avait le vieux truc animé, mais il n'y avait pas Peter Jackson qui était passé pas encore rentré dans la pop culture. Mais oui. C'était pas connu de tous les geeks, le Seigneur des Anneaux? Les rôlistes connaissaient, mais ils jouaient... Alors, le problème, c'était qu'on jouait à JRTM, qui était la version simplifiée de Rollmaster, et c'était un petit peu une purge, quand même. Voilà. Là, on avait... tu avais besoin d'une calculatrice pour faire ta fiche de perso. Texas Instruments, Non, le grand atout de Star Wars de l'époque, c'était un système simple, une licence que tout le monde connaissait. Bon, après, les scénarios n'étaient pas foufou qu'on trouvait, mais on les faisait assez facilement. C'était sympa parce qu'il y avait plein de règles. Ils t'introduisaient les caractéristiques des véhicules. Tu avais le pilote qui faisait ses jets d'astronavigation, de trucs comme ça. Il y avait toujours à la table un gars qui prenait un Wookie, donc c'était rigolo. Parce qu'il avait 6 dés en vigueur. Parce qu'il avait, il lançait plein de dés, il faisait la bagarre. C'était facile de trouver. Tu avais toujours un chasseur de primes un peu roublard. Un Jedi sur le retour. Mais qu'il fallait pas qu'il le dise qu'il était Jedi. Jedi raté. Moi, je jouais à un Jedi raté. Mais tout le monde a joué des Jedi. Non, je jouais à un Wookie. Tu jouais à Wookie. Donc voilà. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que le système a
a perduré. Il y a eu un système qui est D6, qu'on a appelé l'Open D6, parce qu'il y a eu une licence ouverte. Oui. Hein, voilà, et plusieurs autres jeux ont utilisé ce système. Ils n'ont pas eu l'aura qu'a eu Star Wars. Il y a eu des jeux Batman. Enfin, et très peu, je crois qu'il y en a un qui a dû être traduit en français, mais peu importe. Et le jeu, on peut le retrouver maintenant si vous allez sur Internet, vous tapez système D6 ou Open D6, vous allez retrouver le jeu. Donc si vous voulez vous essayez à ce système très simple, initier des gens, vous pouvez. Et je vous conseille un site qui s'appelle rollis.net, où vous allez trouver beaucoup de ressources de JDR gratuits. Vous allez pouvoir trouver le jeu, la base D100, le Basic System dont on avait parlé la fois d'avant, si vous vous souvenez. Et vous allez pouvoir trouver Mini Six notamment, qui est pas mal, et qui est encore très accessible, et plein d'autres choses. Voilà, sur ça, vous allez trouver sur ce site aussi des scénarios, et vous allez trouver des actualités. Voilà, allez-y. Mais attends, non, enfin, allez-y après l'émission. Après l'émission, oui. Ouais, oui, de toute façon, c'est la nuit, là, on est vendredi soir. Voilà. Donc ça, c'était Star Wars, vraiment très accessible, très simple, ça a cartonné. Et ensuite, FFG a fait un jeu Star Wars, beaucoup plus récemment. On a parlé beaucoup de FFG, c'est à croire que pendant longtemps, ils ont eu la licence. Peut-être ils ont la licence, oui. Voilà. Et là, c'est un jeu qui a aussi beaucoup marché, mais pas du tout pour les mêmes raisons. On a Valnimir qui nous dit c'est moisi quand même, comme je n'allais pas le chercher, celui dont tu viens de nous parler avant, le système D6. Ouais. Ah bah, mais il n'a pas autant joué. Non, c'est quand même très bien pour de l'initiation, mais bon, après, les goûts, les couleurs. Et donc, Star Wars aux confins de l'Empire, est sorti il y a, je sais pas, un peu moins 8 ans peut-être, 7-8 ans. Ouais. 9 ans, en fait, dans ces eaux-là. Et là, ils ont... Alors, c'est le même univers, donc ça, il n'y a pas de problème, on connaît, sauf que il y a un petit peu plus d'informations, ça s'est un petit peu enrichi, parce que l'univers étendu a quand même contribué à enrichir le... Est-ce que tu peux nous zoomer, Aline, l'image ? Par contre, c'est pas du tout un jeu d'initiation. On a un système qui est beaucoup plus riche, je dirais, mais du coup beaucoup plus complexe. Avant, c'était simple, on jetait des 6, on faisait la somme des dés, et dès qu'on dépassait un certain seuil de difficulté, on avait réussi l'action. Là, c'est FFG. Ouais. FFG utilise des dés propriétaires. Voilà. Et dans tous leurs jeux de rôle, en fait, on sent qu'ils viennent du jeu de plateau. Ah, oui. Et du coup, il faut faire plein de dés différents. Et en fait, quand on a joué à Imperial Assault, on n'est pas trop pris au dépourvu, parce que pareil, on va avoir des petites cartes qui vont correspondre à des pouvoirs, des choses comme ça. On a joué à Légion aussi. Voilà. Et ils ont mis un petit peu ce qu'ils savaient faire, à savoir des cartes, des dés spéciaux dans le jeu de rôle. Donc c'est un petit peu déroutant pour ceux qui sont purs rôlistes. Par contre, ceux qui ont l'habitude des jeux FFG, ils se disent oh bah tiens, je suis pas trop perdu. Oui. Pourquoi je lancerais des brouettes de D6 ? Et c'est un système qui va aussi servir la narration. Parce que quand on va se créer un pool de dés, alors je rentre pas dans le détail, mais globalement on va déterminer une difficulté à notre action, donc on prend quelques dés, on va prendre nos caractéristiques, nos compétences, on va regarder ce que ça donne, et ça va nous donner certains dés. Le maître de jeu va pouvoir donner des dés bonus. Vas-y, 2 dés, je suis en haut. Voilà, t'es en haut, t'as le vent dans le dos. Voilà. Et aussi des dés malus. Ah bah non. Si. Mais qui a Noé Mélassé ensemble ? Exactement. Ensuite, on lance les dés. Prends ça, sale Tusken. Comme les vieux druides des pays nordiques, qu'on appelait les vikings, on va interpréter les runes. Donc on a plein de symboles. Il y a des symboles qui vont être des réussites, des symboles qui vont être des échecs, etc. Si, il y a des symboles qui vont te donner des avantages, et des symboles qui vont te donner des désavantages. Donc on ajoute les plus, les moins, on regarde, et ensuite on va interpréter ça. Donc l'action va échouer parce qu'il y a plus d'échecs, mais on va quand même gagner un petit avantage. Donc on va devoir se casser la tête pour trouver une explication narrative, et là les joueurs peuvent donner des idées, ça peut être un petit peu participatif, et ça fait avancer l'histoire à chaque fois. Par contre, on fait peut-être moins de jets de dés qu'on pourrait le faire avec un système plus simple. On va éviter, mais chaque dé va nous donner quand même, chaque jet de dés va être potentiellement assez riche en informations, à nous d'avoir un petit peu d'imagination. Voilà. Donc c'est un des côtés sympas de ce jeu-là. L'autre côté sympa, c'est la joliesse des livres, la richesse du background qui est décrit.
Et puis un système beaucoup plus ludique que par exemple pouvait l'être le système D6, parce que par exemple les symboles qu'on va avoir, ça va peut-être déclencher une petite capacité spéciale de notre arme ou de notre vaisseau, etc. Donc voilà, un jeu qui a quand même très bien marché. Il y a une flopée de suppléments. Et est-ce que c'est dans le système Genesis de FFG ? Et oui, on va y venir, mais juste avant, pour dire que là, ils ont quand même décliné ce même jeu de rôle en 3 ambiances différentes, mais exactement le même corpus de règles. Ils ont fait Aux confins de l'Empire, où là, on va jouer des chasseurs de primes. Ouais, des chasseurs de primes, des contrebandiers, Han Solo, etc. On va trouver un jeu qui va être beaucoup plus axé sur les opérations militaires. Donc là, on va jouer les rebelles qui vont faire des troopers, du sabotage, de la bagarre, des officiers, etc. Et un 3e jeu, Force et Destinée, où là, on va être plus sur les Sith contre les Jedi. Donc on va plutôt jouer du côté des Jedi. Et voilà, donc là, on a beaucoup plus l'accent sur les règles de pouvoir psychique. Mais les jeux sont entièrement compatibles. On trouve vraiment une flopée de scénarios. Edge, donc c'est FFG qui a tenu ça, qui a fait traduire par Edge. Ensuite, Edge s'est fait racheter par Asmodée, ça a été réinjecté. Et maintenant, c'est a priori Edge qui est devenu le pôle JDR de FFG. Ouais. Bizarrement, sur leur site, ils n'ont pas les produits Star Wars. En français, ils les ont en anglais, mais on les trouve. Cette année, dans les news, ils ont dit oui, on va faire des réimpressions. Au passage, ils avaient fait des kits d'initiation. Oh. Donc une petite boîte avec, alors c'est le même système, mais un scénario qui, au fur et à mesure du scénario, prend en main le MJ, lui explique, donne des exemples. Alors ça reste costaud. Voilà, mais ça a le mérite d'exister. Il y a du beau matos, il y a une carte, il y a des petits pions. Le scénario est très sympa. Enfin, je l'ai fait plusieurs fois et il fonctionne très bien. Voilà. Donc ils ont fait ça aussi pour les autres. Donc cette année, je crois qu'ils vont en réimprimer. J'ai pas vu de vraies nouveautés en fait. Je crois ils vont traduire peut-être des choses qui n'avaient pas été traduites, mais j'ai pas réussi à savoir si la gamme elle était encore vivante. Mais, et là où Jube, tu nous avais parlé de Genesis, effectivement, Genesis, c'est un peu la nouveauté de la fin d'année dernière de chez Edge. C'est un système de jeu générique, donc qui n'a pas d'univers propre. C'est juste un système de jeu qui utilise en fait ce même système, le même principe avec les dés. Alors les dés sont moins orientés Star Wars, mais c'est exactement le même. C'est exactement le même système. Et après, donc il y a des modules, enfin des livres d'univers où pour l'instant ils ont sorti Terrinote. Ils viennent de sortir Twilight Imperium en anglais. Voilà, ils ont sorti un jeu sur l'univers d'Android. Donc Cyberpunk, voilà, mais en anglais, voilà, ça c'est malheureusement, et même un jeu sur le jeu de cartes de Garfield, un peu de science-fiction, Keyforge. Keyforge, voilà. Ça, c'est en anglais. En français, il n'y a que Terrinote. Terrinote, c'est l'univers de Descent. Voilà, du médiéval classique. De Descent, de Runettes, de Runewars, de Runetruc, de Runemachin. Voilà. Alors, ça commande dans le chat pour savoir comment vous gérez vos vies, pour réussir à faire tout ça. À quand une chaîne Jube et Jérôme pour les actual play Alors, les actual play, c'est quand même pas du tout la même ambiance que quand on est autour de la table et que les caméras ne sont pas allumées. Ça change beaucoup de choses d'allumer les caméras. On se le voit quand on joue, on a du mal à se concentrer de la même façon que quand on est simplement devant un jeu qui n'a pas un micro en face. Oui, et les actual play, on va le laisser à des vrais acteurs de faire ça. Ça demande vraiment de prendre en compte la caméra pour que ça soit intéressant. Si on faisait vraiment du jeu de rôle devant la caméra, tu aurais tous les trucs de bip de Twitch et YouTube. Oui, forcément. Ça marche pas. Alors pour info, il y a peut-être une dizaine d'années, il y avait des gens qui étaient venus chez moi tourner une partie de Twilight Imperium. Je me rappelle de ça. Et du coup, on les avait revus après, mais vous avez pas pu. En fait, non, il fallait couper tellement de gros mots qu'en fait ça prenait trop de temps de montage. Véridique. Et vu de ma Warson dans le système, ça marche pas. Voilà. Mais on a bien rigolé. Et puis il joue vraiment, Jube et Jérôme. Et en fait, on parle souvent nous de nos difficultés à faire des émissions, à monter les choses, à créer des chaînes. La principale difficulté quand on fait plein d'émissions, c'est de trouver du temps pour jouer. Vous faites pas d'émissions. Du coup, vous avez vraiment des soirées jeux régulières, plus régulièrement que nous. C'est bien possible. Oui.
Mais on est du bon côté de la... Bah oui, alors, c'est pas de bon mauvais côté, mais c'est sûr que faire des émissions, ça prend un petit peu de temps également. Voilà. Vous faites combien? Tu fais combien de soirées jeux dans ta semaine? Bah, ça dépend, mais on a le mercredi, tous les mercredis, et puis le week-end, entre 2, 3, ça dépend. Et il y a aussi le fait de jouer à la figurine. La figurine, tu le fais plus en après-midi, alors que le jeu de plateau, tu le fais plus en soirée. Bah oui, donc et le dimanche après-midi, je fais du JDR le dimanche après-midi. Alors les JDR, c'est un cas particulier parce que souvent tu les achètes mais tu n'y joues pas systématiquement. Il y a aussi le côté découverte, lecture. C'est pas forcément que des jeux auxquels tu as joué. Et des fois je joue à des JDR que je n'ai pas parce que je suis pas maître de jeu et je vais voilà. Donc après c'est bien les JDR parce que pour moi c'est l'expérience de jeu la plus aboutie en fait, parce qu'on a un système comme dans les jeux de plateau, etc., mais on a une liberté, il y a quelque chose d'un peu très créatif dedans, très immersif, enfin bref. Sachant qu'après, il y a le niveau aussi, on peut faire du jeu de rôle grandeur nature, du GN, et puis là, ça nous occupe aussi un certain temps, surtout quand on les prépare, ces GN. Quand on les prépare, quand on les Vous en faites encore un? On en fait un cette année, alors on a eu pas mal de soucis avec le Covid, parce que ça a été annulé, après on a eu du mal à s'y remettre, mais là c'est bon, on a un GN post-apocalyptique, fin d'année, et là dans 2 semaines, pas d'émission pour moi, puisqu'on il y a Arnaud et Doudou, que tu connais. Ce sont des noms de JDR. Qui lance une campagne de jeu où on incarne des personnages sur 5 ans dans le monde de L5R, L5A, Légende des 5 Anneaux. C'est le groupe de musique de M6, je crois. Non, c'est un jeu fantastique japonisant, avec Clan de la Licorne, du crabe, etc. Donc ça va nous occuper pas mal de temps. D'ailleurs, il y a un JDR des 5 Anneaux qui est justement chez Edge. Enfin bref, on va pas. C'est pas le sujet. Il y a une nouvelle version qui vient de sortir là il y a 2 semaines. Oui, une version Donjons et Dragons. Voilà, mais ce sera une autre émission. Oui. Donc le système Genesis. Alors, qui est sorti. On nous demande si on peut retrouver les infos du GN. Je pense que c'est archi plein votre GN. En général, il est rempli avant même de. C'est pas quelque chose que vous verrez en public. En joueur, c'est plein, mais il reste quelques places de PNJ. Donc c'est des gens qui vont incarner divers gens qui vont passer par là, des figurants, mais ils rigolent bien. Voilà. faut être majeur. Oui. Je sais pas si on trouve ces infos. C'est pas sulfureux non plus. Vous allez sur Facebook, c'est l'association Alliance Prod. Voilà. Alors, moi j'avais quelques nouveautés aussi à vous partager pour le jeu de rôle, parce que, alors là on va pas parler de Star Wars, parce que non, il n'y a pas trop d'actualité. J'ai regardé quand même. Mais c'est la faute à Kathleen Kennedy. Oui, je ne suis pas. Et je vais vous parler d'Argyropé. Argyropé. C'est moi qui étais obligé de regarder pour mettre les lettres dans le bon ordre. J'ai un peu regardé pour mettre les lettres dans le bon ordre. On a eu une petite info cette semaine très sympa de l'auteur du jeu qui nous a dit je sors un jeu, je le finance en financement participatif, c'est sur Game on Tabletop. Voilà, donc ça va être un jeu, on va dire, de low fantasy, donc avec un peu de magie mais pas trop, qui se passe dans un univers Renaissance, donc c'est pas si courant que ça, et là où qui est urbain, donc c'est un jeu qui se passe en ville. Un peu, alors Nightcrawler, je sais pas si ça te dit quelque chose. De Croc, voilà, c'était un jeu où on jouait des montes en l'air. Des montes en l'air, oui, voilà, c'était très bien. Donc moi ça a fait clignoter ça. Et après, en fait, et c'est pas trop l'ambiance, en fait. Là, on va plutôt jouer des citoyens lambda, etc., qui ont des vies très normales, etc. Et on va être dans un univers qui est résolument optimiste. Et ça, c'est original. Bizarrement, c'est original. On joue des gens un petit peu lambda dans un univers où on risque pas de se faire trucider à chaque coin de rue, on peut se promener la nuit, etc. Donc, c'est assez rigolo comme... Il doit y avoir un twist, c'est pas possible. Eh ben, je ne sais pas. Est-ce qu'on n'a pas le droit de se faire un peu de bien dans cette période Et est-ce que ce serait ça? Non, moi je pense qu'il y a un twist et puis que ça cache quelque chose. Et oui, alors ça cache quelque chose, je ne sais pas. Mais par exemple, il y a des choses étonnantes que tout le monde connaît. Par exemple, dans cet univers, dès qu'on oxy quelqu'un, dès qu'on tue quelqu'un, nos yeux deviennent rouges. Et ben du coup,
ça te calme un peu parce que tu risques de te faire un peu choper par la milice, voilà. Mais, donc tu deviens peut-être un peu plus gentil. C'est validé par le RGPD, ça, et la CNIL, parce que ça me semble un petit peu... Un peu avec les yeux rouges, je ne sais pas. Non, vraiment, il y a quelques petites bizarreries comme ça dans ce monde, et c'est là où nous va nous inviter, enfin, c'est là où on va être attiré par l'aventure, c'est qu'on va vouloir creuser un petit peu ça. Et donc on va être plus sur un mode enquête. Dans un univers assez humaniste, on est un petit peu à l'aube de l'époque des Lumières, quoi. Donc on a vraiment des gens qui vont œuvrer, qui vont essayer de faire des découvertes, etc. Ça cache un truc. Et voilà. Et c'est plutôt un jeu d'enquête. C'est pas vraiment un jeu où on va tuer tout le monde parce que forcément nos yeux vont devenir rouges, on va se faire arrêter par la police. Enfin, ça craint. Voilà. Et un jeu qui est assez. Et même les aveugles. Alors ça, je ne sais pas. Alors, je n'ai lu que le dossier de presse, je tiens à le préciser. Je n'ai pas lu les secrets. Alors, c'est un vrai jeu, c'est un jeu de rôle à secret. Donc, il y a des secrets qui seront dans le livre de base. En fait, le livre de base, il y a un livre avec le système de jeu, un livre avec l'univers et les secrets, et un scénario pour pouvoir découvrir ça. Et j'ai discuté donc avec l'auteur, quelqu'un de très sympathique qui a vraiment mis toute sa passion dedans. Ça fait 10 ans qu'il travaille sur ce jeu. Il a payé des illustrateurs. Il y a 3 illustrateurs qui ont fait des illustrations intérieures des bouquins. Je crois que c'en est un autre qui a fait les couvertures et l'écran. Si Aline, tu peux nous montrer une illustration de l'écran en scrollant sur la page de... Il a payé les illustrateurs et il espère pas gagner de l'argent avec ce Kickstarter, il essaye juste de se rembourser, de pouvoir payer l'impression. Et il y a un petit côté à l'ancienne de ce jeu de rôle. Enfin, c'est pas du papier glacé, c'est du papier un peu comme la première édition de Warhammer, je sais pas si tu te souviens. Voilà, c'est des projets français qui se tiennent en ce moment. Petit projet français sans prétention, mais avec beaucoup de cœur dedans et pas mal et un petit peu d'originalité. Et dernière chose, je vais vous parler très rapidement des Lames du Cardinal, qui est une grosse campagne qui a été un très très gros succès. Parce que quand on parle de KS, de financement participatif dans le jeu de plateau, on se dit oui. 800 000, ça commence à être un bon succès. Dans le JDR, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Quelqu'un qui fait 40 000, 50 000, il est très très content. Là, il y a un JDR qui a dépassé les 300 000. Ah oui, donc c'est déjà français. Bah, uniquement sur la France, du coup. Oui, alors après, peut-être les Québécois. Oui, en langue française. Voilà, en langue française. Donc super. Et ça s'appelle Les Lames du Cardinal. C'est tiré d'un roman que Aline m'a prêté. Bien gentil. Que je ne sais pas où j'ai rangé. C'était pour caler l'accordéon. Oui, c'est ça. Donc, Pierre Pével, Les Lames du Cardinal, c'est les 3 mousquetaires. Les 3 mousquetaires vivent dans un pays où il y a des dragons. Il y a aussi le cardinal Richelieu, mais il y a aussi des dragons qui sont plutôt du côté de l'Espagne. C'est KPDP. Moi, j'ai adoré le... On monte toutes les pages. Oui, chaque page, voilà. Et ils en ont tiré un jeu qui avait déjà... Dans l'écran, parce que les gens veulent voir les mots quand même écrits sur les pages. Mais je crois qu'ils utilisent toutes les lettres de l'alphabet. Plusieurs fois chacune. Vous allez spoiler. Regarde, le rituel de Dampierre. Avec un petit espace entre les deux airs quand même. Dampierre, c'est pas loin de Besançon. C'est pas loin. Le roi et la cour arrivent à Dampierre. Non, l'après-midi. On peut pas. On peut pas laisser les gens comme ça, ils vont pas savoir la suite. Voilà, mais il y a un late pledge sur le site de l'éditeur, donc allez-y si vous voulez trouver un jeu. C'est la 2e édition de ce jeu, il a déjà été édité dans les années 2013-2014, et ça a été un gros succès, c'était édité chez Sans Détour, mais Sans Détour n'existe plus. C'est lourd, hein. C'est vraiment jouer un livre. Si vous aimez le côté un petit peu flamboyant, KPDP, Renaissance, Cardinal, Mousquetaire. Vu que tu es illustrateur, tu peux pas t'empêcher de faire les illustrations sur toutes les pages. C'est pour ça que ça prend énormément de temps à lire. Voilà. Et je suis sûr que Jube est très sensible au style KPDP parce qu'il a tout le... Beaucoup de cap. Voilà. Donc, non, à mon avis, c'est un très très bon jeu. Un peu cher. T'en as pris combien? J'en ai pris un, mais j'ai pris un peu que un.
Je m'en suis tiré pour 220 balles. Ah oui, oulala, oui, c'est des gros investissements. Mais ça, quand on compare avec le prix jeu d'une précédent, voiture, voilà, on est un peu 2 fois plus cher, on a à peu près le même matos, mais c'est du papier glacé, etc. Enfin, et puis il y a une boîte, elle veut un peu gagner des sous, et l'autre c'est un auteur passionné qui veut juste rembourser, donc ils boxent pas dans la même catégorie. Voilà, un petit peu, quelques nouveautés, les jeux de rôle. Alors, merci beaucoup pour ces nouveautés de jeux de rôle. On arrive au bout de cette émission. On a présenté plein de choses. On vous a peut-être créé quelques envies sur l'univers Star Wars. Alors, en général, après, les si gens, vous quand n'aimiez ils pas connaissent- Star Wars, Ouais, c'est pas la meilleure émission. Quand les gens s'y connaissent un peu, en général, ils connaissent également déjà les jeux. Quand ils sont moins intéressés, forcément. C'est pas le sujet le plus passionnant non plus pour ceux qui n'aiment pas du tout cet univers-là. Il y a d'autres univers, hein, on en a parlé au début de l'émission. Il y a d'autres univers qui ont plein de jeux. Ça pourrait être l'occasion de parler de tout ça dans de futurs rendez-vous que l'on fera sur la chaîne. C'est notre nouveau rendez-vous du vendredi soir. Je crois qu'on oublie quelque chose, alors je le mets à l'écran. On a oublié. On a oublié Beyond the Wall. Oui, c'est juste pour rappeler que Shaco, c'est un éditeur qu'on aime bien. On a fait pas mal de jeux, qui fait pas mal des jeux d'histoire, des petits wargames. A fait aussi un jeu de rôle, Beyond the Wall, qui est une traduction d'un JDR indépendant américain, qui est assez original. Et on a jusqu'à la fin du mois pour aller sur le Late Pledge. Et ça, je pense que ça vaut le coup parce que ça a l'air très sympa. C'est également sur Game on Tabletop. Voilà. C'est un site sur lequel on trouve beaucoup de JDR en et le financement participatif. Ça s'y prête particulièrement bien parce que là, en termes de production, il y a beaucoup moins de risques sur le jeu de rôle que sur du jeu de société. Ça reste du carton, le jeu de société pour l'essentiel, mais malgré tout, il y en a certains, il y a des boîtes qui se cassent la figure. Il y a du néoprène, et puis il y a des chips. Ouais, enfin, le coût de fabrication d'un jeu de rôle, en termes d'écriture, en termes d'illustration, c'est pas rien non plus. Hein. C'est pas mais il y a très peu de gens qui vivent du jeu de rôle. Enfin, oui. Nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne, des vidéos fouillis comme celle-ci du vendredi où on teste notre matériel, où on essaye de faire de nouvelles façons de présenter les jeux, mais aussi de partager la passion du jeu de société, tout simplement. Ou alors nos émissions classiques sur YouTube dans lesquelles on joue et où c'est beaucoup plus maîtrisé. Ça n'est pas moins intéressant, j'espère en tout cas. Eh ben, merci d'avoir passé cette soirée avec nous. Merci à vous deux. Ouais. Il nous reste un peu de temps pour faire du jeu. Et on va faire des jeux. Exactement. Salut. À bientôt.